Qui n'a jamais rêvé d'une alternative simple aux courses? Une alternative pensée pour les parents sous forme de boîtes repas saines contenant des produits locaux et avec tous les ingrédients pour exécuter des recettes illico presto sans se prendre la tête pendant le tunnel du soir. Eh bien, avec Foodbag, ce rêve devient réalité. Foodbag, c'est belge, c'est local et c'est promis. Ils font les choses bien, avec des produits sélectionnés avec soin pour des plats qui régalent les estomacs des grands et des petits. Chaque semaine, choisissez ce que vous souhaitez manger parmi plus de 35 recettes. Il y a de tout, des plats préparés que vous n'avez plus qu'à réchauffer et même des plats express quand le temps vous manque. Des recettes qui font voyager avec des produits bien de chez nous, dans vos assiettes ou encore des extras qui vous facilitent le quotidien pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Des véritables alliés du quotidien qui allègent une grande partie de la charge mentale. Et parce qu'ils savent ce que c'est, la vie de famille, ils vont plus loin. Ils proposent des soupes, des box apéros pour les vendredis soirs entre potes ou encore des boîtes contenant uniquement des fruits. Le petit plus, pas d'abonnement obligatoire. Et la livraison est gratuite, chez vous ou dans un point Collect and Go. Bref, avec Foodbag, manger local et sain devient facile. Et je vous fais une promesse, je vous assure que les portions sont généreuses. Bénéficiez dès maintenant de 20 € de réduction sur vos 3 premières commandes avec le code DARON, DARONS. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur foodbag.be. Merci à Foodbag de nous accompagner chaque semaine et de nous simplifier la vie tout en régalant toute la famille. Bonjour, je m'appelle Axel Balieu et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents. Ici, on rassure, on déculpabilise, on informe. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Chaque histoire, chaque discussion partagée peut aider d'autres femmes, d'autres hommes à se sentir moins seuls. Alors, ensemble, tissons des liens, brisons les tabous et faisons bouger les lignes. Ici, chaque voix, chaque histoire compte. Installez-vous et embarquez avec nous dans cette discussion. Bonjour Jamie. Bonjour Axel. Je t'appelle Jamie parce que ça sonne mieux chez moi, Jamie. Mais tu t'appelles Jamila, donc bonjour Jamila. Je suis ravie de t'avoir au micro de Planète Daron aujourd'hui. Je suis ravie d'encapsuler ton histoire qui porte sur un sujet sensible, beaucoup trop tabou et invisibilisé encore aujourd'hui. Donc merci pour la confiance que tu m'accordes et je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Je vais essayer de me présenter, pas d'un point de vue professionnel, mais du coup plutôt privé. Donc moi, je suis l'heureuse maman de William, un petit garçon de 4 ans et demi, très très chouette. Et je partage la vie de Russell, que j'ai rencontré dans le cadre de mes études universitaires sur Bruxelles. Ok, mais tu peux quand même dire le métier que tu occupes? Que j'occupe. Alors, donc, moi, j'ai fait des études de droit, mais finalement, je travaille en tant que conseillère en orientation, donc pour des étudiants de l'enseignement supérieur. D'accord. Donc, j'ai un mi-temps dans ce cadre-là. Et l'autre mi-temps, je coordonne, je suis en charge, en tout cas, de certains dispositifs d'aide à la réussite. Ok, trop bien. Ouais, très chouette. Voilà, je travaille pour une université belge. Ok. Bon, j'ai envie de contextualiser d'abord et de comprendre mais qui tu es, qui est la petite Jamila et dans quel contexte familial elle a grandi. Et tu aspirais à quoi? Tu rêvais de quoi aussi quand tu étais petite? Alors, au niveau de la famille, je suis plutôt issue d'une famille classique, avec des origines différentes, donc dans un contexte assez multiculturel, puisque donc mon papa est belge, donc né en Belgique, d'origine algérienne, et ma maman est belgo-italienne. Des parents qui travaillent beaucoup, avec 3 sœurs. Alors, ma vision un petit peu de la Jamila quand elle était petite, au niveau de la maternité. J'ai toujours voulu avoir des enfants, donc je savais que je voulais avoir 2 enfants, idéalement. Ok. Voilà. Ça, c'était vraiment une idée préconçue que tu avais de Jamila, j'aurai 2 enfants plus tard. En tout cas, idéalement, Ouais. Ouais, dans un idéal, c'était ça. Maintenant, je dis tout le temps que je ne suis pas fermée à plus, mais voilà, j'ai quand même grandi avec cette idée. Avec le fait aussi que j'ai quand même grandi dans cette culture algérienne et donc
je voulais me marier avec un Algérien. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. Parce que voilà, on a quand même été bercé par toutes ces cultures. Ouais. Donc voilà, plutôt classique, une famille où il y a quand même pas mal d'ambiance, de par les origines et les cultures différentes, et le sens de la famille quand même assez important. Ouais. Voilà, donc tout ce qui est réunion de famille, anniversaire, grand mariage, c'est un peu tout ce qui nous a conduit. Ça a été le fil conducteur dans le cadre de notre enfance, quoi. Tu as dit que tu as rencontré non, qui n'est pas ton mari. Mon compagnon, Ton compagnon, tu l'as rencontré à l'UNIF. c'est ça. Comment vous êtes rencontrés exactement? Raconte-moi le début de votre histoire d'amour. Le début de notre histoire d'amour, il faut savoir que c'était quelqu'un qui était déjà étudiant à la première UNIF que j'ai fréquentée dans le cadre de mon bachelier, mais on ne se connaissait pas spécialement. Et puis, quand j'ai changé d'université pour faire mon master, eh bien, on était dans la même résidence universitaire. Et donc, séparés par une chambre. Au départ, on était juste potes, puisque donc, dans les résidences, il y a des communes où on peut partager quand même pas mal de moments ensemble. Et puis, ça s'est fait progressivement. Voilà, on a appris un peu plus à se connaître. Et quand j'ai raté ma première master, voilà, officiellement, on s'est mis ensemble. Ça t'a travaillé Parce que tu l'as dit, il n'est pas algérien. Est-ce que ça t'a travaillé quand tu es tombée amoureuse de lui? Est-ce que tu te disais, finalement, c'est pas tellement ce que j'avais imaginé? Est-ce que c'est OK ou pas, justement, de tout ce que tu as connu? Enfin, pas connu, mais le contexte dans lequel tu as grandi, en fait. Est-ce que ça t'a questionné ou pas du tout? C'était une évidence? Ça m'a quand même questionnée parce que forcément, quand on a grandi dans un certain contexte culturel, il y a quand même en tout cas pour ma part, donc je parle vraiment pour moi, il y a vraiment, il y a quand même une petite pression de se dire, il y a une culture, il y a des habitudes, il y a des fonctionnements de vie aussi. Donc ça m'a un peu tracassée de me dire, voilà, comment mes parents vont l'accepter. Ouais. Mais après, moi, je savais que ça irait et qu'il fallait que chacun apprenne à se connaître et que ça allait le faire, quoi. Donc, Et ça l'a fait. Et ça a bien matché, ouais. Donc, tu avais quand même un peu des appréhensions. Tu t'as caché un peu ton histoire d'amour au début? Tu as attendu un certain moment avant de le présenter? Tu voulais être sûre que ça soit l'homme de ta vie avant de le présenter? C'est vrai qu'un peu dans l'éducation qu'on a reçue, voilà, je ne pouvais pas faire rentrer 10 000 mecs à la Non. maison, c'est clair. Donc, effectivement, le mec que j'allais faire rentrer à la maison, ça devait être plus ou moins le bon, en tout Ouais. cas. Donc oui, j'ai attendu un bon bout de temps quand même, mais lui aussi. On a fait les choses dans l'ordre et après, ça s'est bien passé, quoi. La question de fonder une famille, comment elle s'est mise sur votre chemin? C'est une vraie discussion que vous avez eue ou comment ça s'est passé pour toi? C'était assez clair depuis le début. Moi, je savais qu'il voulait des enfants et moi également. Maintenant, c'est vrai qu'on a un petit peu avancé à 2 vitesses différentes puisque lui, plus tôt que moi en tout cas, donc quand il est rentré dans la vie active, il ressentait déjà le besoin de me dire, voilà, moi je me sens prêt pour avoir un enfant, donc un peu avant la trentaine. Ah oui. Moi, c'est quand même quelque chose que j'ai ralenti parce que le temps de sortir des études, de pouvoir trouver un premier job, de profiter un petit peu, etc. Donc, on a quand même attendu. Et puis, quand en fait, on a senti qu'on avait une situation plus stable, on a pu acheter notre maison et où on a eu l'occasion de profiter ensemble, on a mis en place ce premier projet bébé. Ok, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, mais je veux dire, comment... est-ce que vous avez eu une discussion de « Ok, maintenant on se lance » ou bébé William est arrivé par surprise? Comment ça s'est passé pour toi? Donc, on a eu une simple conversation en se disant... quand on est prêt mutuellement, on se le dit. Ok. Donc, lui me l'avait dit en me Ouais. disant, voilà, moi, je suis prêt, c'est quand tu veux. Et quand moi, je me suis sentie prête, même chose, je lui ai glissé à l'oreille en disant, voilà, c'est cool, on peut se lancer. Sans pression pour William. Donc, voilà, son petit surnom, c'est Oui. Et c'est venu assez rapidement. Donc, Assez très rapidement, bien. du coup, tu es tombée enceinte rapidement. Après quelques mois, je pense. Mais donc, voilà, sans aucune difficulté, sans aucune pression. Donc, ça, c'est vrai que c'était quand même un cadeau chanceux. Ouais. Et la grossesse, comment elle se passe? La grossesse se passe hyper bien Ouais. parce que du coup, j'ai la chance de pouvoir être écartée dans le Ok. cadre de mon boulot précédent. Donc, j'ai beaucoup de temps. Ça, c'est très chouette. Je lis beaucoup, je m'informe. Sur la parentalité, La du coup. parentalité de manière générale, sur tout ce qu'on peut mettre en place aussi dans le cadre de la future maternité. Donc, je fais une préparation à l'accouchement avec une sage-femme.
Je fais un peu d'aptonomie. Je lis quand même beaucoup de livres sur les accouchements physiologiques. T'avais envie Ouais, et j'avais vraiment envie. de vraiment accoucher physiologiquement. C'était un Ouais. vrai projet. T'as fait un projet de naissance. J'ai fait un projet de naissance que j'ai bien documenté. Et du coup, j'ai eu un accouchement physiologique. Donc ça, c'était assez Trop cool. bien. Et au niveau de ta grossesse, t'avais des symptômes particuliers ou vraiment Non, franchement, cette grossesse a été vraiment nickel, quoi, du début jusqu'à la fin, dans le sens où j'ai pas été malade au début. J'étais pas fatiguée parce que je pense que voilà, le fait que je travaillais pas, ça a enlevé quand même une grosse fatigue. quand tu disais que tu te renseignais, quels sont les sujets qui te titillaient, les sujets où tu avais vraiment envie de t'informer, qui étaient pour toi importants? J'ai beaucoup lu sur comment éduquer son enfant, mais de manière positive et Mm. bienveillante, tout en essayant d'avoir un équilibre. Donc Mm. ça, c'est toujours compliqué, Ouais, parce que c'est compliqué. l'équilibre, voilà. Donc c'était vraiment l'éducation. L'éducation, l'allaitement aussi. Ah ouais. Comment ça se passe ton accouchement, le jour où tu as tes contractions, tu perces la poche des os, comment ça se passe? Eh ben, donc, il faut savoir que moi, donc Russell, avec qui je partage ma vie, c'est un gars très cool, hein, donc jamais trop stressé. Et donc, comment ça se passe? C'est que c'est un dimanche, et c'est le dimanche de Pâques, donc en 2021. On était invités chez mes parents. Et quand on va chez mes parents, on mange toujours bien, on passe voilà, un bon moment avec mes sœurs. Et j'avais senti que la nuit de samedi à dimanche, j'étais pas au top, quoi. Mm. Donc, je me réveille le dimanche en disant, je suis pas au top. Et Russell me dit, bah oui, bon, après, t'inquiète, T'es c'est enceinte, bien, c'est le premier. ouais. Mais bon, j'étais quand même à mon terme plus 5. Donc, Ah oui. Oui. voilà, il y avait quand même une probabilité Oui. que ce Que soit ça arrive. possible. Ouais. Et là, je commence à calculer. Je pense que c'est toutes les 5 minutes, je ne sais plus trop, mais Tu fallait sens tes respecter. contractions. Je sens mes contractions. Mais Russell me dit, bon, on a quand même le temps, tu sais quoi, on va aller manger chez les parents et puis on ira à l'hôpital. Sauf que ça devenait quand même un peu douloureux. Donc j'ai contacté une de mes tantes qui est sage-femme en lui expliquant un peu les symptômes. Et elle me dit, mais Jam, il faut vraiment y aller, je pense que c'est le moment. Et donc c'est comme ça que je suis partie à l'hôpital, quoi. Et là, du coup, tu as entamé combien d'heures de travail sans péridurale? 4 heures seulement pour un premier, ouais. 4 heures? Mais comment? Mais du moment où tu as eu tes premières contractions jusqu'à... En fait, je pense que mes contractions, elles ont commencé toute la nuit, mais Oui. que du coup, moi, comme je savais pas trop ce que c'était une contraction, j'ai accepté cette douleur Ouais. en me disant, c'est normal, c'est un peu la fin de la grossesse. Là, entre le moment où je suis arrivée et j'ai accouché, il a fallu 4 heures. Mais ça avait déjà commencé, Oui. je pense, la veille, quoi. Mais là, quand même, pendant ces 4 heures, c'est des contractions qui sont bien douloureuses, fortes, et tu gères de ouf. Je gère bien, en tout cas. Maintenant, c'est clairement, j'ai eu des moments où c'était un peu plus compliqué. Je me souviens avoir dit à Russell, et là, il a joué un rôle primordial, donc big up à vous, hein, les maris qui accompagnent vos femmes, en tout cas, dans En le cadre de accouchement. l'accouchement. Voilà, vous avez vraiment un rôle à jouer, parce que je lui dis souvent, dans le sens où, voilà, 6 centimètres, je me souviens qu'on m'a dit, est-ce que vous voulez la péridurale? Et j'ai eu un petit moment d'hésitation, en me disant, ouais, j'avais peur, en fait, de ne pas gérer, puisque je ne connaissais pas, du coup, la douleur finale, puisqu'il fallait attendre d'arriver jusqu'à 10. Et oui, tu ne sais pas combien de temps encore tu vas mettre. Exactement. Et du coup, Russell m'a dit, allez, mon cœur, on y va, t'inquiète, tu vas y arriver, on s'est préparé pour. Et donc, voilà, ça a été vraiment un élan de motivation pour pouvoir tenir le coup jusqu'à 10 cm, quoi. Et la rencontre avec Oui. Comment est-ce que tu te rappelles des émotions que tu as ressenties quand tu as vu ton bébé sortir de ton ventre et qu'on l'a posé sur toi? Ouais, c'était vraiment magnifique. Alors, ça peut paraître un peu bateau, hein, mais c'était vraiment magique, quoi. Franchement, il était tellement beau. Il te regarde comme ça avec ses grands yeux. On me l'a posé dessus et directement, je savais que je l'aimais d'un amour infini. Ouais. Après, je le ressentais déjà pendant la grossesse, Ouais. tu vois. Il y a des mamans parfois qui disent « pendant la grossesse, c'est compliqué ». Moi, j'étais déjà bien liée quand même avec lui. Et je pense qu'en fait, c'est une sensation qu'on ne peut pas expliquer. Non. Donc, c'est difficile quand même à mettre des de mots. mettre des mots. Parce qu'en même temps que je l'avais sur moi, forcément, la gynécologue, elle travaillait, elle était en train de recoudre, etc. Mais
voilà, par rapport à la douleur, je ressentais rien en Non, tu fait, ressens rien. tellement qu'on était Ouais. sur notre nuage. Et émotionnellement, ça se passe bien, t'as pas de baby blues, pas de dépression du postpartum. Dans votre couple aussi, vous trouvez votre place et Russell aussi trouve sa place assez facilement dans votre famille nucléaire. Ouais, donc pour cette grossesse-là, oui, et pour cet accouchement et cette naissance, tout s'est vraiment bien mis parce que je pense en tout cas que le fait d'avoir accouché de manière physiologique, on se remet plus facilement. On a un gros shoot d'ocytocine et donc on est vraiment au max, quoi. Hein. Et du coup, tout s'est bien mis. Ouais, franchement. Après, bah, voilà, comme tout le monde, clairement, il faut pouvoir retrouver son équilibre. Il y a quand même les douleurs du postpartum qui sont bien présentes. Hein, on ne va pas non plus vendre du rêve. Hein. Ouais. Mais globalement, pas de dépression postpartum, non. Et tu reprends le travail assez vite? Je reprends le travail à 6 mois seulement, Ok. donc presque 6 mois, Mhm. puisque du coup, j'ai la chance, dans le cadre de ce boulot, d'avoir aussi un écartement pour l'allaitement. Trop cool. Donc, voilà, il faut prendre en compte vraiment Ouais. toutes ces circonstances Ouais. qui sont différentes par rapport à la suite. Hein. Ça devrait être comme ça devrait être la norme. Ouais, Et encore 6 mois, c'est pas tant que ça. Hein. ouais, C'est quand même assez court. Donc voilà, ça s'est bien mis. J'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire pendant ces 6 mois, de faire son petit baptême. On dit que c'est un baptême, mais c'est pas un baptême catholique. Ah oui. C'est une fête de bienvenue. Ok. Que Intéressant. nous, on appelle, donc moi j'ai appelé baptême en fait, parce que je dis nous, mais en fait c'est juste moi. Mais du coup, il n'y avait pas de connotation religieuse. Ah, Ouais. donc c'est une fête de bienvenue. C'est une fête de bienvenue. J'ai jamais entendu ça et du coup... qu'on a organisée à ces 3 mois. Mais incroyable. Ouais, c'était vraiment chouette. Vous avez fêté l'arrivée de William au monde. Oui. Mais parce qu'en fait, pour moi, en tout cas, la vision du baptême, c'est pouvoir mettre son enfant à l'honneur. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même cette connotation religieuse, Ouais. mais ici, c'était le même type d'idée. C'est de dire, ben voilà, on va le fêter, et on appelle ça baptême, mais sans se dire que c'est un baptême musulman, ou un baptême catho, ou un baptême protestant. C'est vraiment une fête de bienvenue qu'on a organisée en famille, quoi. Je trouve que c'est incroyable de pouvoir fêter la bienvenue. Enfin, tu vois, c'est soit on fait un baptême ou on n'en fait pas. Nous, dans notre cas, par exemple, on n'avait pas fait de baptême et il manquait ce truc de fêter notre enfant, tu vois, notre enfant qui est venu au monde. Et du coup, ça a peut-être inspiré d'autres mamans, hein. Une fête de bienvenue. Et donc, tu reprends le travail, William grandit. Comment votre histoire évolue? Je pense comme beaucoup quand même de femmes, on se remet beaucoup en question au niveau professionnel. Donc j'avais un très très chouette boulot. Mais c'est vrai que j'avais quand même pas mal de routes. J'ai voulu vraiment changer de tout au tout. Hein. Donc, je me suis dit, je vais peut-être reprendre des études de sage-femme, d'infirmière, de doula. Donc, ça te bouleverse quand même, la maternité. Ouais, ça me bouleverse à ce niveau-là, en tout cas. Ouais. Même par rapport à mon identité professionnelle, de me dire, est-ce que j'avais fait le bon choix à l'époque Donc, voilà, ça me questionne beaucoup. Je suis quand même fort fatiguée parce que j'allaite encore. Alors, plus la nuit, parce que j'ai un chouette compagnon qui se réveille toutes les nuits pour tenir la main de oui et lui faire comprendre que, voilà... On ne t'était plus, en tout cas, c'était plus possible maintenant la nuit. Mais j'ai beaucoup de routes, donc j'ai des très chouettes collègues. Et je décide progressivement quand même de me dire, voilà, j'ai peut-être changé de boulot. Parce qu'on déposait William quand même assez tôt à la crèche et on le récupérait quand même assez tard. Donc ça, c'est vraiment mon problème principal qui impacte quand même un petit peu notre vie de famille parce que je me remets à postuler quand même assez progressivement, quoi. Ok. En tout cas, tu changes de métier quand même. Parce que tu changes de métier, du coup, là, tu changes de boulot, d'employeur. D'employeur. Mais tu changes de fonction également. Je change de fonction aussi, ouais. Là, du coup, tu accompagnes les enfants, en fait, parce que ça reste des enfants, les ados. Non, parce que du coup, voilà, quand on s'appelle Jamila, on est intéressé par plein de choses différentes et on change souvent de boulot. Donc, non, je postule pour un service public qui se trouve à 5 minutes de chez moi. Trop bien. Et je deviens responsable. Okay. Responsable d'une équipe, responsable d'un service, mais qui touche dans l'orientation. Donc, qui touche l'orientation scolaire et professionnelle. D'accord. Je me dis que ça a quand même du lien avec mes études pour plein de compétences qu'on peut développer quand on fait des études de droit. Et je me dis aussi que ça reste quand même le service public, donc c'est quand même un certain équilibre entre la vie privée, vie professionnelle. C'est un job avec des responsabilités. Donc voilà, ça matche bien au niveau des entretiens, je l'ai réussi. Et du coup, je travaille à Mons, à 5 minutes de la crèche de William. Parfait. Ok. Sur le papier. Ok. Parce que qu'est-ce qui bug du coup? Mais qu'est-ce qui bug? Il y a plein de choses qui bug dans le sens où, moi, je suis passée aussi d'un secteur privé, donc avec une autre mentalité, oui, tout à fait. à un secteur public qui était très compliqué à gérer,
Je pense que ce qui est le plus difficile quand tu es manager, responsable, c'est vraiment l'humain. Oui. Et l'humain parce que maintenant, ça fait quand même 1 an que j'ai rechangé. Donc, l'humain de 2024 n'est plus le travailleur d'avant. Mhm. Et donc, voilà, j'ai été confrontée à vraiment plein de difficultés au niveau plutôt gestion du personnel, quoi. Ça a dû quand même bon, on se connaît un petit peu, entre-temps, les gens l'ont compris. Parce que, tu vois, quand je pense à toi, vraiment, Jamie, c'est la nana pas au service, mais très people pleaser, très maternante, très enveloppante. Donc là, je me dis, tu fais un métier humain, un métier où tu travailles avec des gens, tu gères des gens, mais ça bug un petit peu, ça a dû être un petit peu difficile pour toi de... Ça a été clairement difficile. En fait, dès que j'ai été engagée, donc c'était en juin 2022, directement, je me suis dit, ouais, ça va vraiment être difficile parce que j'entendais beaucoup de critiques, alors que quand on est responsable, il faut savoir que j'étais pas responsable de tout le service public. Oui. Donc, moi, j'avais aussi une directrice. Et donc, on est un petit peu hiérarchisé. Donc, moi, j'ai des objectifs à atteindre quand même dans le service public. Et j'ai des personnes en dessous de moi. Mais d'un côté, comme tu l'as bien dit, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un qui aime bien être apprécié. En tout cas, je fais le maximum. J'ai un peu de mal quand même à tout ce qui est gestion de conflit. Et alors, quand j'entendais que ça n'allait pas, forcément, ça me tracassait, quoi. Mais surtout que tu veux faire le bien autour de toi. Tu aimes bien faire du bien aux gens. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est en tout cas le ressenti que j'ai, c'est que tu veux toujours envelopper. Tu es toujours la première à tendre la main. Donc, c'est là... Enfin, bref, je ne sais pas si ça fait sens, mais je me disais... Ça a dû être difficile pour toi d'être confrontée à cette situation-là. Et là, tu es jeune maman et William a... William, du coup, c'était en avril 2021. J'ai changé en juin 2022, donc 1er juin, donc un an et demi presque. Ouais. Et comment ça évolue le reste? Comment est-ce que ta vie continue à se dérouler? J'avoue que je suis quand même quelqu'un d'assez persévérant. Donc, je me dis, il faut aussi laisser le temps, tu vois. Quand tu deviens responsable d'un service que tu ne connais pas, donc tu ne connais pas le contenu de comment les gens aussi fonctionnent. Donc, les missions, c'est OK. Il faut prendre le temps de pouvoir accompagner aussi tous les collègues et pas se dire directement que tu es un chef et que tu vas venir imposer, alors que moi, j'étais vraiment pour un management assez horizontal. Donc, je prends sur moi et au final, il y a des hauts, il y a des bas. Avec William, ça se passe super bien. Donc, l'histoire de la distance, ça, c'est quand même assez confortable. On retrouve quand même un meilleur équilibre au niveau de notre vie privée aussi. Donc, ça se met progressivement en place. Je vais dire après 1 année. En tout cas, je vois qu'on commence, en tout cas au niveau professionnel, à rouler correctement, aussi bien Russell que moi. Donc ça, c'est plutôt positif. OK. À quel moment est-ce que vous vous dites que vous voulez un 2e enfant? À quel moment est-ce que ce projet bébé se met sur la table? En fait, ce qui est assez étrange, c'est que quand j'ai accouché de William, je m'étais dit d'office, je vais en avoir un 2e très, très rapproché, parce que tout s'était bien déroulé et qu'on était vraiment dans un good mood. Et puis, le temps passe vite. Et c'est vrai que le temps passe, et puis on s'est dit, on verra peut-être quand il rentrera à l'école. Puis le passage, malgré tout, de la crèche à l'école, en accueil, c'est pas facile non plus pour eux. Ça demande quand même beaucoup d'énergie pour les parents. Et donc, je dirais que 1 an après mon engagement, donc plus ou moins en 2023, on se dit potentiellement, on pourrait envisager d'avoir un 2e enfant, quoi. OK. Là, vous mettez vraiment ce projet en place, vous dites, OK, on se lance, et là, tu tombes enceinte rapidement ou pas? Je tombe pas spécialement enceinte rapidement parce que on a plein d'autres petits projets, tu vois, qui se mettent. Donc, ça ne devient pas non plus la priorité. Tu vois qu'avec William, on voulait vraiment que ça se mette quand même assez vite. Puis, on part en vacances. Et donc, on se dit qu'avec un enfant, c'est mieux de ne pas être enceinte puisqu'on partait sur le continent africain. Trop bien. Une grosse aventure, ça aussi, non? On part en Algérie, donc... Mais quand même, grosse aventure, on prend l'avion, on va sur le continent africain, on va voir la famille. Exactement, c'était l'occasion de présenter un peu William et Russell. Mais par contre, quand on revient du coup de l'Algérie, là, on se dit, allez, maintenant, c'est OK pour avoir un 2e enfant. Ça met un peu de temps, quand même. Plus de temps que... Plus de temps, clairement, que William. Tu t'inquiètes ou pas? Non, je ne suis pas du tout inquiète. On se dit que ça viendra quand ça viendra. Et puis, de toute façon, on a déjà tellement une vie chargée qu'on n'en fait pas une priorité. Oui, c'est cool si je tombe enceinte. On sait qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave, ça ne vient pas directement.
William, il dort bien? William, il dort bien. Et là, mes copines qui vont m'écouter, elles vont se dire, mais oui, que William, il dort bien. C'est vrai, il fait Ouais. hyper bien ses nuits, les siestes, tout ça. Ouais, William, il dort très Ah bien. oui, ça, c'est super. Écoute, on est content quand ça arrive. Ok. Et donc, à quel moment tu apprends que tu es enceinte? Comment tu apprends que tu es enceinte? Alors, donc, du coup, l'histoire du deuxième bébé, c'est assez spécial parce que donc, on est au mois de mars 2024. Ouais. Et là, je vois que j'ai beaucoup de perte de sang. Mais donc, voilà, je pense que c'est mes règles, hein. Donc, dans un premier temps, pas de stress. Je me dis, voilà, je suis réglée, mais ça dure longtemps. Ok. Et donc, je vais manger un bout au resto avec des copines. Et on papote un truc de filles. Et je dis, les filles, je suis inquiète. J'ai quand même mes règles depuis 15 jours. Ok. Abondante? Abondante quand même. Et moi, il faut savoir que je pense comme beaucoup de personnes, j'ai toujours peur de mourir. Ok. Et donc, je dis, il faut vraiment que je contacte ma gynéco parce que ça tombe, j'ai peut-être un cancer de l'utérus. Ok. Donc, les filles, elles me disent, non, Jam, mais bon, c'est vrai que ce serait peut-être bien que tu contactes ta gynéco. Donc, je contacte ma gynéco le lendemain de ce resto. Donc, la gynéco de William, d'abord par SMS et puis par téléphone. Donc, je fais ça quelques jours d'affilée. Et là, elle ne me répond pas. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu cette sensation de toujours déranger le corps médical qui est ultra pressé. Donc, j'insiste pas trop non plus, tu Ok. vois. Mon souvenir est trouble, mais je pense que j'ai fait peut-être 2 messages et peut-être 2 appels. Mais t'es inquiète? Mais je suis inquiète. Et donc, comme je suis inquiète, j'ai une amie d'enfance, on va dire, qui est gynéco, que j'ai dans mes contacts Facebook. Et donc, je la contacte. Ok. Et je lui dis, voilà, je m'inquiète un peu parce que j'ai ça comme symptôme. Donc, il faut se dire que c'est un jeudi soir, dans le tunnel du soir. Donc, une fois que William a été mis au lit, un peu. Hein. Et là, donc, mon amie me répond. Elle me dit, écoute, premier truc à faire, c'est de faire un test de grossesse. Mais donc, moi, j'ai jamais envisagé le fait que je pouvais être enceinte, puisque j'étais persuadée que j'avais juste des règles et qui n'étaient pas non plus ultra abondants. Donc, j'ai pas pensé à une fausse couche ou quoi que ce soit. Donc, je fais ce test le soir même et il s'avère qu'il est positif. Et donc, mon ami gynéco me dit, écoute, tu peux venir, si tu veux, le lendemain, donc le vendredi, entre deux, je suis en salle de naissance, je vais essayer de te prendre, ainsi je t'examine. Ok, mais donc voilà, la nuit... Là, tu te sens comment? En fait, sur le coup, je me suis dit, en fait, je fais une fausse couche. J'avoue que je réalise pas trop. Je disais à Russell, oh, c'est spécial, j'ai rien ressenti, etc. Et puis, j'étais tellement persuadée que j'étais malade, en fait, que j'atterris, en fait. Il y a une forme de soulagement où tu te dis, en fait, je suis enceinte, mais j'ai pas de cancer, tu vois. Je suis enceinte, mais du coup, peut-être la peur, parce que tu fais potentiellement une fausse couche. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Là, en fait, je suis rassurée de me dire, à mon avis, je suis pas malade, donc ça, c'est déjà bien. Par contre, si c'est une fausse couche, ça va être dur. Ouais. Ça va être dur, mais je vais attendre quand même d'aller voir ma gynéco le lendemain, puisque je pouvais aller à partir de 12h30. Ok. Donc, je reste quand même assez positive, en fait. Ok. Grâce à Russell, je pense, parce qu'il me dit, voilà, on va attendre le verdict. De toute façon, on n'est pas médecin. Ouais, on sait pas. Donc, on ne sait pas. Le lendemain, je vais quand même bosser. Ah oui. Donc, je vais bosser. Ça, c'est quand même un élément important dans la suite. Mais en fait, quand tu bosses derrière ton bureau, derrière un PC tranquillou tout seul, bon, c'est déjà difficile, mais c'est peut-être plus gérable. Mais là, tu es toujours en contact avec des gens que quand tu arrives le matin, ils ne sont pas contents pour plein de trucs, hein, puisque tu fais de la gestion RH. Et donc, c'est dur. Franchement, c'est dur. Mais je vais bosser. Et je m'absente à 12h30. Donc, 12h30, je vais à l'hôpital. Et là, j'attends. J'attends dans le couloir, en fait, de la salle de naissance. Mais donc, il y a des autres mamans qui sont là en train d'accoucher. Mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Sinon, je devais attendre plus longtemps pour avoir un rendez-vous. C'est ça. Et aller aux urgences, ce n'était pas une option? J'y ai pas pensé. Ok. Et en tout cas, comme elle ne me l'a pas proposé... Oui, c'est ça. C'était pas une option. Ok. Donc, du coup, là, j'attends quand même un petit peu, longtemps, quelques heures, toute seule. Parce que Russell ne savait pas se libérer. Et là, tu as le temps quand même un peu de stresser. Oui. Et puis, bref, ces fameuses portes de la salle de naissance s'ouvrent. La gynéco m'accueille et me fait l'examen. Et du coup, elle me confirme, elle me dit, écoute, oui, voilà, t'es enceinte. Maintenant, c'est trop tôt pour savoir un peu on en est où. Donc, je vais te prescrire plusieurs prises de sang et tu vas venir faire plusieurs fois des prises de sang ici à l'hôpital. Et elle n'explique pas les saignements?
Elle dit que dans un premier temps, c'est pas encore trop dramatique les saignements parce que il y a quand même beaucoup de femmes apparemment qui saignent en début de grossesse. Donc voilà, elle se prononce pas trop, mais elle évoque quand même la possibilité que ce soit une grossesse non évolutive Ok, à ce stade-là. d'accord. Donc, Donc tu l'accueilles comment? du coup, là, par contre, j'en prends vraiment conscience et je me dis, waouh, donc, moi, je suis passée d'une grossesse William où en fait tout était dingue, que je n'ai même jamais imaginé ce qui pouvait m'arriver ici, en fait. Et donc, je suis pas trop bien. Je suis pas trop bien, mais d'un autre côté, comme il y a toujours en fait cette possibilité de se dire, il va avoir les contrôles prises de C'est sang, ça. et ne sait pas se prononcer. C'est C'est pas ça. qu'elle ne veut pas, mais Elle- c'était trop Trop tôt. tôt Je me dis, il y a peut-être moyen. On verra. Oui. Donc, je retourne en fait travailler. Hein. Ah, tu retournes travailler. Ouais, je retourne travailler. J'avais encore quelques heures à prester. Et puis, voilà, le week-end passe. On n'en parle à personne, Oui, c'est ça. évidemment. T'en parles juste Ouais. à Russell, vous en parlez à vous deux. Voilà. Tu te sens encore inquiète à ce moment-là? Oui, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que je me dis, qu'est-ce qui va se passer en C'est ça. fait Est-ce que c'est réellement une fausse couche? Est-ce que cet enfant, cet embryon va grandir? Oui, c'est ça. Et puis, du coup, je dois aller faire beaucoup de fois des prises de sang dans le service fertilité de l'hôpital. Ok. Et donc, il faut savoir quand même que le service fertilité de l'hôpital, donc je ne sais pas pourquoi c'était à cet endroit-là que je devais aller, mais voilà, les gens qui fréquentent ce service, ce ne sont pas des good vibes, quoi. Non. Ce sont des personnes C'est lourd. généralement Ouais. qui ont quand même des soucis. Donc, Ouais. voilà, c'est une ambiance assez spéciale. Mhm. Et donc, je fais à chaque fois les prises de sang. Et t'en fais combien? J'en fais 3. Et c'est des prises de sang pour vérifier le taux de bêta HCG. Ok. Ouais. Et donc, je fais les prises de sang à chaque fois. Donc à 2 jours d'intervalle, Ouais, j'imagine. plus ou moins. Oui, c'est ça. Et donc, à chaque fois, on m'appelle, quelqu'un de l'hôpital qui me dit, voilà, ça a augmenté, mais pas normalement. Donc, le scénario est plutôt négatif. Mais dans tous les cas, on ne prend pas de décision. Donc, je dis, OK, je reviens faire une prise de sang 2-3 jours plus tard. Même chose, ça augmente quand même. En fait, ça augmente, mais pas dans la normalité. C'est ça. Pas comme ça devrait. Et puis, les mois passent quand même. Donc là, je crois que je dois quand même être à 2 mois. Ouais, 2 mois. Et on ne te fait pas d'écho pendant ce temps-là? Mais donc, si, j'ai une écho, justement, avec une autre gynécologue, puisque ma gynécologue n'était pas disponible. Une gynécologue très sympathique, et qui me fait l'écho, et qui, en fait, voit que l'embryon a bien grandi. Et donc, elle me dit, franchement, il n'y a pas de stress à avoir, tout va bien, tout se développe bien. Donc, moi, je lui dis, oui, mais bon, par rapport au taux, vu qu'on n'est pas trop dans la normalité, c'est pas très grave parce que voilà, maintenant ici on passe aux échos et parfois ça n'augmente pas comme il se doit. Donc elle me rassure, vraiment. Et toi, tu es rassurée? Très rassurée, ouais. Tu es contente là du coup? Ouais, je suis super contente. Là, tu te projettes dans ta grossesse et là, vous allez accueillir un enfant. Exactement. Donc là, du coup, on se projette. Je lui demande si c'est pas grave le fait que j'ai eu des saignements. Et elle, encore une fois, elle me dit non, franchement, il y a beaucoup de femmes qui ont ça pendant les premiers mois et tout. Donc, on sort de là, hyper content avec Russell, rassuré. Tu te poses plus de questions? Je me pose plus de questions. Parce que comme je te dis, on est quand même assez positif. Donc, voilà, toutes mes inquiétudes tu es sont hyper parties. positive, mais à la fois, tu vois, comme tu me disais, tu as eu tes saignements et tout de suite, tu as pensé à cancer. Donc, tu as quand même un petit trigger de... Par rapport à la maladie. Ah, c'est juste par Ouais. rapport à... Ok. J'ai toujours peur de mourir d'une maladie. Ok. Donc, du coup, c'est vraiment par rapport à la maladie que je suis Ok. assez angoissée. Mais par rapport à la maternité, Confiance. je suis assez confiante Ouais. quand même. Donc, en tout cas, là, on rattrape plus de confiance. Tu as confiance en toi, en fait, en Mais ton corps. J'ai confiance, je pense, en mon corps, tu Ouais. vois. Pas en moi, voilà, de manière générale. Oui, je pense quand même que je suis une personne où j'ai quand même un peu confiance. Mais mon corps, je le connais, je connais les sensations, je sais ce qu'il peut supporter, C'est ça. etc. Tu vois. Ok. Donc, du coup, voilà, on repart assez content. Et puis, en fait, on rentre dans une grossesse normale. Ouais. Je me souviens même que la gynéco disait, voilà, c'est une grossesse normale, il n'y a Oui. plus d'inquiétude. Ok. Et donc, j'ai un autre rendez-vous avec ma gynéco, D'accord. donc habituelle, Ouais. ma gynéco amie que j'ai contactée dans le cadre de cette grossesse. Et là, même chose, elle regarde et elle me dit, écoute, tout va bien. Donc, pas d'inquiétude, tout va bien, ça a bien évolué.
Alors que pourtant, au départ, elle était quand même plus en train de dire, à mon avis, ce serait une grossesse non C'est évolutive, ça. avec toujours des guillemets, hein, Mhm. parce que les médecins, voilà, ils aiment bien être certains quand même de leur diagnostic. Donc là, elle me dit non, là c'est bon, tout est OK. Il le mesure Ouais, et... voilà. Ok. La vie suit son cours, on commence à le dire un peu dans notre entourage. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on part en vacances. On part en vacances à Florence et on le dit à William. Oui. Donc on approche en fait bientôt la première échomorpho. Donc là, on le dit à William. Et franchement, en fait, annoncer d'avoir un petit frère ou une petite sœur à son premier enfant, c'est vraiment un chouette moment. Et William est hyper heureux parce que, ben, entre guillemets, il y a déjà plein de frères et sœurs Eh dans ben son oui, autour de lui. entourage, etc. Donc lui va devenir grand Voilà, frère. on le filme. J'ai d'ailleurs Non. encore cette vidéo dans mon téléphone où il saute de joie Oh. et voilà, il est vraiment trop content. Et puis comme on est à Florence et que c'est un cadre super sympa, on se dit bah, on va le filmer, il va faire une annonce et ainsi on va pouvoir l'envoyer à nos potes Ouais. pour organiser une gender. Ok. Donc c'est ce qu'il fait. William, il joue super bien le jeu. Donc tout roule, Ouais. tout roule. On revient de ce voyage à Florence et on arrive plus ou moins à la période de la fête des mères. Ok. Et je me dis, bah, je vais le dire aussi à la famille. Donc, je le dis à la famille. On a préparé des cadres, des lettres. On filme tout ça, du coup, à la fête des mères. Voilà, les mamies sont super contentes. Et j'explique quand même un petit peu l'historique. Ok. Donc, je dis, ah ben voilà, j'ai quand même eu ça, etc. Ma mère est quand même plus négative, on va dire. Elle dit, mais t'es sûre quand même qu'il n'y a pas de problème? Je dis, bah non, non, franchement, j'ai été vue par 2 gynécos et il n'y a pas de souci. Bon, ok, donc on profite de ce moment. La vie passe, les jours passent, et puis on arrive à la première écho morpho. Ouais. Donc À c'était 12 semaines. un peu plus tard, j'aurais dit 13 13, semaines, ouais. ouais. Ouais, c'est aux alentours de 12, Ouais. 13. Oui. J'aurais dit, ouais, plus ou moins 13, 13, 14. Ok. Et on avait fait aussi la prise de sang pour la trisomie Oui, c'est ça. et connaître le sexe. Oui. Et donc ça, c'est un lundi. On arrive à l'hôpital, parce que du coup, là, c'est un autre gynéco spécialisé dans les échographies fétales qui les fait. Et là, en fait, on arrive, on s'installe, il commence à regarder. Et là, directement, avec Russell, on a compris qu'il y avait quelque chose parce qu'il se tait. Et il est très concentré. Mais quand on est parent comme ça et on attend son enfant, en fait, on a besoin d'être rassuré. Et donc, on est dans un calme vraiment absolu. On le laisse se concentrer, Toi, tu sens que... qu'il y a quelque chose. Mais on ne sait pas quoi, donc on attend. C'était vraiment dur, hein. Ça a duré quand même longtemps parce qu'il vérifie beaucoup de choses. Et puis il vous dit là, rien. après quand même, il parle et il dit oui, il y a quelque chose, je vais vous expliquer après. Bon, donc les minutes sont hyper longues. Puis on passe à son bureau. Et en fait, ben, nous, on s'est dit, il y a peut-être... Tu vois l'écran Ouais, et tu vois ton bébé. Ouais, mais Mais tu ne vois rien. Toi, tu parce ne que vois tu pas n'es pas quelque médecin. chose qui ne va pas. Non. Oui. Tu vois que ton bébé, il bouge, donc tu sais voir un petit peu quand même, tu entends le cœur. Oui. Donc, non. Tu vois sa tête, tu vois son petit corps. Mhm. En plus, tu as déjà eu un premier enfant, donc tu sais voir grossièrement, de manière générale, une écho. Tu vois que ton bébé est là et qu'il bouge, son cœur est là. Ok. Ouais. Et donc après, on se rassied. Et là, en fait, d'un ton très froid, mais cette personne n'est pas froide du tout. C'est juste que je pense que quand tu es médecin, tu dois quand même avoir une certaine distance. Et encore une fois, tu vois, c'est vraiment que notre ressenti en tant que parent. Mais donc, voilà, il nous dit, votre enfant a une malformation, donc ça s'appelle une encéphalocèle occipitale. Ok. Donc, c'est une malformation au niveau du cerveau. Donc ça, c'était le premier diagnostic. Et il dit, je suis sûre de moi. Alors, notre chance dans tout ça, c'est de se dire que le médecin est vraiment sûr de son diagnostic. Et donc, ne te laisse aucune possibilité C'est ça. d'espoir. Ok. Tu vois, de te dire qu'il peut se tromper, qu'on peut Oui. aller demander un deuxième avis. Donc, on lui demande ce que c'est, parce que forcément, on n'a jamais entendu parler de ce type de malformation. Et donc, il nous dit que franchement, ça va conduire à un handicap très lourd. On ne sait même pas si l'enfant va vivre à la naissance. Peut-être qu'il pourra mourir pendant la grossesse. Que le diagnostic n'est vraiment pas bon. Mais il nous dit, vous pouvez demander un autre avis dans un autre gros hôpital sans aucun problème. Mais en tout cas, voilà, je suis certain. Et en fait, après, plus rien. Et donc, Et je c'est dis, tout. qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Et donc, il nous explique qu'il faut aller voir notre gynécologue. Donc, il nous met un rendez-vous la même semaine, le mercredi, pour voir la suite des démarches. Comme du coup, j'étais 14... Là, j'ai un flou. Je ne sais pas si c'était 14-15 semaines, mais ça devait être ça. Soit 14, soit 15, ou entre les deux. Mhm. Je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, moi, je pensais erronément que on allait prendre un médicament et que du coup, le bébé allait partir. Et donc ça, il me fait comprendre qu'on en discutera avec la gynécologue et il me donne déjà quelques pistes si mes souvenirs sont bons. Et puis, on rentre chez nous. Et c'est tout. Et Voilà. c'est tout. Voilà. Donc après, on Comment rentre. tu accueilles ça? Comment on accueille ça? On était super, on était très tristes. Franchement, je me souviens que, on a beaucoup, beaucoup pleuré sur le chemin, qu'on devait aller rechercher William aussi. Donc, voilà, forcément, quand tu as déjà un premier enfant, tu vas pas lui expliquer directement parce qu'on ne savait pas trop aussi quel type de décision on allait prendre. Oui. Est-ce que là, dans ta tête, quand tu sors de ce rendez-vous d'échographie du premier trimestre, est-ce que tu sais que ça va conduire à une intervention médicale de grossesse? Tu le Non. sais, ou tu te dis, il y a peut-être encore une chance que on va poursuivre la grossesse? Alors, non, je sais que c'est mort, que c'est foutu, mais je ne sais pas que je vais devoir vivre une intervention médicale de grossesse sous forme d'un accouchement. Ok. Donc, je me suis dit, peut-être que ça va être avec un médicament ou si on est OK, parce qu'en fait, on a le choix en tant que parent. On n'est pas obligé de décider de mettre fin à la grossesse. Hein. Oui, ça, tu pouvais On pouvait continuer, ouais. Mais avec Russell, on s'est regardé et on savait que notre décision était quand même prise. Pourquoi? Parce que moi, donc, j'ai 3 sœurs. Et donc, j'ai ma dernière sœur qui est en situation de handicap pour un accouchement qui ne s'est pas bien déroulé. Et donc, j'ai connu ce que c'était aussi vivre avec quelqu'un qui est en situation de handicap, même si elle évolue très, très bien, mais c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, du coup, Russell savait qu'en tout cas, moi, ma décision, elle serait prise, mais je voulais quand même lire sur le sujet et m'entretenir avec ma gynécologue en qui j'ai totalement confiance. Intimement, tu sais au fond de ton cœur, mais est-ce que c'est une discussion que vous avez eue un jour dans votre vie, Russell et toi, de si jamais on nous annonce que notre enfant est porteur de handicap, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu es capable ou pas de accueillir un enfant porteur de handicap? Est-ce que ça, c'est des questions ou des sujets dont vous aviez discuté avant ou que tu t'étais posé à toi-même? Non, on n'a pas vraiment eu ce type de discussion, en tout cas très claire. Maintenant, c'est toujours dit que, comme moi, j'ai connu le handicap quand même par rapport à ma sœur et que, Russell, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, donc il connaît ma petite sœur depuis longtemps. Voilà, qu'en fonction du degré du handicap, il est possible qu'on décide d'arrêter la grossesse. Mais en fait, tu vois, dans notre état d'esprit, jamais on se serait dit, même si on sait que ça existe, que ça pouvait nous arriver. C'est ça. Oui, mais aussi entre la théorie et puis quand ça t'arrive, où toi, tu es enceinte, tu portes ton bébé, on t'annonce ça, peut-être que tu peux du coup changer d'avis ou te dire finalement, mais non, on va aller jusqu'au bout, on verra. Ouais, mais c'est vrai que non. Ça m'a pas fait changer d'avis. On a quand même discuté. Donc, on va pas dire qu'on a fermé la discussion. On a quand même échangé. On a surtout lu, en fait, sur ce que c'était l'encéphalocèle occipital. Et donc, c'est très grave. C'est vraiment très grave. C'est vraiment un handicap extrêmement lourd. Le verdict, alors même si Internet n'est pas toujours fiable à 100%, peu importe les sites Internet sur lesquels on a regardé, c'était certain. Et puis, on a pu en discuter avec notre gynécologue qui nous a confirmé aussi ce diagnostic. Et ça, c'est dû à une mutation génétique? C'est dû à quoi? Ça, du coup, là est la question. C'est que... après, on a dû passer 1 milliard d'examens et ça, je pourrais y revenir par la suite. Mais donc, du coup, oui, c'est la faute à pas de chance. Donc, c'est un problème au niveau de la constitution de l'embryon. Ok. Ouais. Et là, on ne te fait pas passer d'amniosynthèse. De toute façon, ça ne sert à rien dans ce cas-ci. On a la possibilité. Donc, du coup, après le mercredi, on voit notre gynécologue qui nous dit vous pouvez prendre le temps en fait de réfléchir. Donc ça, franchement, rien à dire sur le personnel médical dans le sens où ils n'ont pas mis la pression pour prendre une décision. Okay. Elle expliquait qu'on pouvait faire une amniosynthèse vers 18 semaines, mais il était certain, ce gynécologue en question, il a une très bonne réputation. Et voilà, faire une amniosynthèse, c'est aussi garder plus longtemps ton bébé dans le ventre. Donc t'attacher aussi plus de manière... Parce que tu peux prendre le temps, parce qu'on ne t'impose pas une deadline, mais tu te dis, toi, tu dois vivre avec ton bébé qui évolue dans ton ventre. C'est ça. Et donc ça, c'est vraiment dur. Donc, du coup, elle nous explique les possibilités.
Donc, soit on prend le temps et on peut aller voir quelqu'un d'autre dans un autre hôpital. Et elle pouvait donner des noms pour avoir un autre avis. Soit on décide de faire une amniosynthèse, mais du coup, c'est 17 ou 18 semaines. Soit on interrompt la grossesse. Et Maintenant. voilà, maintenant. Et si on interrompt la grossesse, ce ne sera pas un curetage. Et elle me dit, c'est un accouchement. Donc moi, je ne savais pas on pouvait accoucher comme ça par voie basse d'un tout petit bébé. Donc, du coup, elle nous explique que c'est l'intervention médicale de grossesse, etc. Et en fait, ce qui est très dur, c'est que dans l'intervention médicale de grossesse, ce sont les parents qui prennent la décision. Après, je pense que toute situation est difficile, mais quand le cœur de ton bébé s'arrête, c'est pas toi qui le choisis. Après, tu peux le vivre vraiment comme une injustice. Bien sûr. Mais là, du coup, c'est vraiment nous qui posons ce choix. Oui. Et donc, avec Russell, on avait pris notre décision et on lui dit, non, on va faire l'intervention médicale de grossesse. Et là, elle met tout en place assez rapidement. Donc, du coup, c'était le mercredi et c'est prévu pour le dimanche. Donc, je rentre à l'hôpital le dimanche de la même semaine. Et on t'explique tout le déroulé à ce moment-là de comment ça va se passer. Tu poses des questions. Comment... Donc, je pleure beaucoup. Mais je pose aussi des questions et la gynécologue nous explique que du coup le samedi, il faut revenir à l'hôpital parce qu'il faut prendre un médicament qui s'appelle mifégine pour déjà en fait arrêter le cœur du bébé. Donc en fait le bébé sera déjà mort le samedi et puis le dimanche, elle nous explique voilà on va devoir mettre des cachets pour dilater le col. Mais on verra aussi à ce moment-là, quoi, tu vois, parce qu'on avait beaucoup d'informations, donc elle y a été par étapes. Et que ce serait un accouchement, que c'est mieux un accouchement qu'un curetage, parce que le curetage, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a une anesthésie, et donc tu n'es pas très conscient, c'est ça. Tu vois. Et qu'en plus, là, comme c'est quand même plus 14-15 semaines, c'est préférable même pour que tout s'en aille correctement. Donc, OK. Et en fait, après, du coup, plus de nouvelles. Donc toi, tu rentres chez toi comme ça et tu n'as plus de nouvelles jusqu'au samedi pour prendre le fameux médicament. Oui. Nous, entre-temps, on a le mariage de ma cousine, donc le vendredi, dans son fiançailles. Mais voilà, c'est vraiment notre petite cousine. C'est un événement qui est attendu depuis longtemps. Et donc, si mes souvenirs sont bons, oui, voilà, je vais bosser le lendemain. Donc, je sais pas, je fais un peu comme un... Mais t'es dissociée ? Ouais, je ne sais pas comment j'ai géré, mais je me souviens en parler avec une autre de mes cousines qui me disait il faut que tu prennes un certificat. Après, la gynécologue a proposé. Mais moi, je savais qu'après, j'allais avoir 1 mois d'absence. Et comme je suis quand même responsable de service, je me suis dit je ne peux pas partir comme ça, du jour au lendemain, sans même expliquer. Et ce qui est assez dramatique dans l'histoire, c'est que le jeudi, donc le lendemain du mercredi, on avait une réunion d'équipe et j'avais déjà acheté des trucs pour justement à la base annoncer que j'étais enceinte, etc. Et donc bref, je fais cette journée catastrophique avec du coup plein de difficultés sur la journée. Mais après, est-ce que c'est parce que c'était peut-être moi qui n'étais pas bien ? Donc voilà, ça j'en sais rien. Je fais la réunion d'équipe et j'explique. Et donc tu vois là, c'est très difficile parce que tu es obligé d'expliquer quand même aux gens. Oui. Parce que en fait, moi je n'ai jamais été malade. Là, être absente pendant 1 mois sans rien dire, moi en tout cas, je me suis sentie obligée d'expliquer. Donc voilà, là j'ai beaucoup pleuré devant des collègues et on décide d'aller aux fiançailles. Là, tu le dis pas à ta famille ? Mais je le dis pas à ma famille, puisque donc du coup, la famille qui est au courant, c'est la famille proche. Donc mes cousines proches, mes sœurs, mes parents, mes beaux-parents et quelques amis. Mais donc, à ce fiançailles, forcément, il y aurait aussi la famille plus éloignée, donc là, qui n'était pas au courant. Et donc là, c'est super dur, parce qu'en fait, je sais que le samedi, je vais devoir prendre un médicament. Tu as envie d'être là sans être là, en fait. Ouais, mais on est là. Oui. Et donc, on subit cette soirée, qui était très bien, ceci dit, très bien organisée et tout. Et à un moment donné, je vois quelqu'un de notre famille un peu plus éloigné qui arrive avec un tout petit bébé et qui, elle, vient d'accoucher. Et du coup, là, je m'effondre. Donc là, j'ai vraiment dû aller me mettre sur le côté. Et je ne savais plus me reprendre. C'était catastrophique, ouais. Je ne savais plus du tout me reprendre. Et elle te pose des questions, tu lui parles, comment tu... Elle ne m'a pas vue. En fait, moi, je l'ai vue arriver de loin. Et là, je me suis vraiment sentie envahie par ce stress. Et après, je me suis écartée. Et on a fait notre soirée. Et tu n'en parles pas à tes parents à ce moment-là ou à ta maman ou... Non, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et est-ce qu'il y avait aussi un peu ce sentiment de ne pas vouloir noircir ce moment de joie ? Il y avait ce sentiment que c'était clairement pas la place, tu vois. Moi, je dis tout le temps, chaque date a ses propres événements.
Et donc voilà, là c'était vraiment le fiançailles et il fallait pas que je commence à me plaindre. Après, les gens qui étaient très proches de moi savaient ce que je vivais. Mais tu sais, quand tu vis ça, c'est aussi très compliqué par la suite parce que même les gens les plus proches ne savent pas quoi dire. Non. Et Quand- je pense qu'il n'y a rien à dire non plus. Enfin, je sais pas, à part être présent, ou en tout cas pas être maladroit. Ouais, être présent. Être présent ou peut-être parfois aussi voilà, poser la question de se dire est-ce que tu souhaites en parler ou pas. Ça, c'est plutôt sympa. Mais quand on est dans une période de deuil de manière générale, c'est déjà très dur, le deuil d'une personne qu'on a connue. Oui. Mais pour notre entourage, le deuil d'une personne qu'on n'a pas connue, c'est très compliqué. Ouais. Et en plus, tu vois, là-dedans, tu as aussi toute la question de se dire, est-ce que c'est réellement un bébé? Il y en a pour certains, vraiment, dans mon entourage, qui m'ont dit, ben, moi, je considère plus ça comme un fœtus, et je l'entends. Maintenant, 1 an plus tard, je peux très, très bien l'entendre. Pour moi, c'était déjà mon bébé. Mais évidemment. Mais voilà, c'est chacun aussi sa conception par rapport à la maternité. Mais toi, tu dois te le prendre en pleine tronche alors que tu es en train de vivre ça. C'est pas forcément ce que tu peux accueillir à ce moment-là. Ouais, clairement, je suis pas prête, mais je peux l'entendre. Ouais. Parce que ça vient de personnes en qui j'ai vraiment confiance et qui m'expliquent que c'est leur façon de voir les choses, tu vois. Donc, je le prends pas encore trop mal. Franchement, ça me blesse pas encore de trop. Ça va. Donc voilà. Et après, du coup, on fait ce fameux fiançailles, puis on rentre chez nous. Et le samedi, on va à l'hôpital, donc on prend ces fameux médicaments. Et là, t'attends toute la journée. Donc tu sais que le cœur de ton bébé est arrêté. Donc tu rentres chez toi. Donc on te reviens le dimanche. On te donne ce médicament, tu dois l'avaler, mais après tu dois rentrer chez toi. Ouais. Juste, on te regarde avaler un médicament, en fait. Ouais. Okay. Oui, parce que c'est un médicament qui est très dangereux. Ah oui? Ouais. Et donc, à quel niveau? Je sais pas, mais je sais que c'est dangereux si ton enfant, si tu as un autre enfant qui le trouve ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment que ce soit sous surveillance médicale. Oui, il vérifie juste que tu l'avales. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, tu rentres à la maison. Là, on rentre chez nous, franchement. Qu'est-ce qui se joue ce jour-là? Parce que tu viens d'avaler un médicament qui va arrêter le cœur de ton bébé. Qu'est-ce que tu te dis? En fait, t'es vraiment anéanti, vraiment. Franchement, t'es anéanti. Pourtant, ça fait pas longtemps qu'on le connaît, ce bébé. Encore une fois, 14 semaines, ça fait pas longtemps. Mais t'es anéanti. Et tu sais que t'as William aussi qui est là. Et donc, tu lui expliques pas. Moi, en tout cas, nous, on a fait le choix de pas lui expliquer directement. On allait lui expliquer la semaine qui suit. Et surtout, on dit rien encore à nos amis à ce moment-là. Ouais. Je me souviens qu'on l'a dit que quand vraiment le bébé est sorti. Donc, du coup, on dit rien. Donc, on est vraiment ensemble. On s'occupe de William et on attend. Et on pleure, en fait. Et tu ressens des symptômes? Tu sens des choses? J'ai l'impression, mais sincèrement, je ne sais pas dire, c'est moi un petit peu et mon cerveau qui déraille, mais j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comme si j'étais morte un peu de l'intérieur. Et en fait, surtout, moi, je me questionnais beaucoup en me disant, mais pourquoi ça nous est arrivé? Parce que, tu vois, si tu refais l'histoire, au départ, je pensais que c'était une maladie, puis c'était pas une maladie, mais donc c'était plus grossesse non évolutive, c'était plus ça le verdict. Donc, tu vois, on a eu un peu ce donne. Et puis finalement, c'était bon, et finalement, c'est pas bon. Oui, donc, tu vois. Donc, c'était dur au niveau de la gestion des émotions. Bien sûr. Ça, c'était vraiment le plus dur. Et donc, franchement, on attend et on s'occupe de William. En vrai, je pense que William, heureusement qu'il était là. Ça aurait été plus difficile, je crois, s'il n'était pas là. Parce qu'on se serait plus laissé aller que là, Russell, il s'en occupe. On essaye de faire des choses. Mais d'un autre côté, c'est pas hyper positif non plus pour nous. Parce que du coup, on met un peu de côté. J'allais dire, tu ne conscientises pas tellement ce qui t'arrive, en fait. Exactement. Ce que tu es en train de vivre. Ouais, clairement. Oui. Et puis, du coup... pilote automatique et tu fais... En fait, tu fais à la lettre. Tu suis à la lettre ce qu'on te dit de faire. Tu dois aller aux fiançailles, tu dois aller à l'hôpital prendre un médicament, tu prends le médicament, tu rentres à la maison, tu t'occupes de ton bébé, puis le lendemain, tu vas à l'hôpital, mais tu laisses pas beaucoup de place à ce que tu ressens, tes émotions, tu pleures, mais tu conscientises pas, tu réalises peut-être même pas Je pense que les émotions, tu vois, je les ai vraiment acceptées, parce que moi, je pleurais beaucoup, mais je suis assez à l'aise avec ça. Maintenant, je conscientise pas le après, en fait, surtout, tu vois. Et je me souviens être angoissée de me dire comment ça va se passer. Ben oui. Parce que je lisais un peu sur Internet, on disait, voilà, pour accoucher d'un bébé mort, parce que du coup, son cœur est déjà arrêté. Plus difficile, il faut une péridurale. Je lisais un peu tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, mais punaise, moi, j'ai jamais pris de péridurale, donc j'avais le stress de la péridurale en plus.
Donc, tu vois, la relation déjà là avec Russell et moi, c'est déjà un peu différent par rapport à ce deuil. Russell, c'est pas qu'il le vit Non, mieux, différemment. mais il le vit différemment parce que ça l'impacte pas dans son corps. Dans son corps. Tu Vos vois. violons sont, enfin, vous n'êtes pas accordés au même, sur la même note là à ce moment-là. Mhm. Oui. Et le lendemain, c'est la fête des pères. Donc le dimanche, c'est le 9 juin, 9 juin 2024. Et donc on se dit ok quoi. Donc on a eu le fiançailles où on a été. Et maintenant, on a la fête des pères. Donc, pour la fête des pères de Russell, pas cool. Mais William, il a fait des cadeaux à son papa. Donc, du coup, lui, il donne ses cadeaux, etc. Donc, tu es vraiment un peu dans les émotions en dualité, comme ça, tu vois. Oui, tout à Tu fait. passes de la joie aux pleurs, en disant que quand, chez nous, la fête des pères, on fait toujours un petit truc chez mes parents. Et donc, on se dit avec Russell, on va y aller. Et après, on déposera William, puisque du coup, on devait passer la nuit à l'hôpital, chez ma cousine qui le déposera à l'école. Et donc là, on va, mais tu sens qu'il y a un petit froid. Parce que du coup, ils savent, mais ils savent pas trop. Tu vois, c'est aussi ce genre de sujet où c'est pas hyper facile à en parler dans notre famille ou notre culture, je sais pas. Et là, mon beau-frère, ceci dit, a une chouette remarque. Il dit, mais vous allez lui donner un prénom à cet enfant. Et donc, on dit, non, de toute façon, légalement, voilà, il n'est pas reconnu, etc. Mais j'allais te poser cette question. Est-ce qu'à ce moment-là, les médecins évoquent, est-ce que tu as droit à un congé maternité? Non, oui. Si oui, enfin, tu vois, à partir de quel moment? Je me demande si c'est pas 18 semaines, 18 ou 19 semaines, je sais pas. Je ne saurais pas dire, moi j'aurais tendance à dire plus de 20 semaines. Oui, c'est peut-être ça. Mais semaines, moi, je sais que j'y ai pas droit. Et de toute façon, c'est pas évoqué. Enfin, tu vois, est-ce que tu te poses des questions? Là, tu portes ton bébé, tu dois accoucher, donc tu vas voir ton bébé. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il parle de l'endroit où il peut reposer ou... Non, on parle pas de tout ça. Donc tout ça, c'est pas du tout évoqué. Même un prénom, on te dit pas. Non. Mais ton cousin l'évoque. Mon beau-frère. Ah, ton beau-frère, pardon. Mon beau-frère l'évoque. Et là, du coup. Du coup, ça percole un peu, mais voilà, sans plus. Mais vous lui donnez un prénom? Après, on va lui donner un prénom quand même, du coup. Hein. Mais oui, franchement, il évoque ça et on le regarde en se disant, non, voilà. On passe le moment avec la famille et puis il est l'heure, mais du coup, nous, d'aller à l'hôpital et de déposer William. Donc, on dépose William chez ma cousine, on lui explique. Je pense qu'on lui a expliqué juste que je devais rentrer à l'hôpital, mais pas plus que ça, tu vois. Donc, il sait pas plus. Ouais. Ma cousine s'en occupe, nous, on va à l'hôpital. Et à l'hôpital, en fait, quand tu subis ce genre d'intervention, c'est au même endroit que les autres femmes. C'est la maternité. Donc, c'est en salle de naissance. Ok. Ouais. Donc, tu appuies sur le bouton. Voilà, ils savent qu'il y a une intervention médicale de grossesse qui est prévue. Alors, ils ont été cool dans le sens où ils nous ont mis dans la chambre la plus loin de toutes les autres chambres. Mais du coup, t'entends. Oui. Donc, t'entends vraiment des femmes qui sont en train d'accoucher. T'entends des bruits. T'entends des bébés, parce que t'as la maternité qui est pas loin. Donc franchement, c'est vraiment extrêmement violent. Oui. Et puis, on est tombé sur une chouette sage-femme qui, là, nous explique, nous dit, maintenant, à telle heure, je vais vous mettre 2 cachets pour dilater le col. Et puis, il faudra patienter jusqu'à ce que vous voyez que ça travaille un petit peu. Et donc, on était là, assis. Moi, j'étais assise sur mon lit et Russell était assis en face et on se regardait, mais on pleurait parce qu'en fait, tu es tout seul, tu n'as pas de musique, tu attends et tu n'as pas trop d'explications. Oui, et tu attends la naissance de ton bébé décédé. Ouais. Et tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Non. Et tu sais que tu dois avoir des contractions. Est-ce que ça, on te l'explique? On te dit que tu dois ressentir quelque chose et prévenir que... Elle dit que voilà, s'il y a un problème, en tout cas, si je vois qu'il y a quelque chose qui bouge, il ne faut pas hésiter à l'appeler, qu'elle viendra de temps en temps aussi. Mais pas trop d'informations sur la suite, tu vois. Donc, on est un peu dans le flou. Maintenant, moi, je savais, avec Russell, on s'était dit moi, en tout cas, je voulais le voir. Donc, lui ne voulait pas. Mais moi, j'avais lu que psychologiquement, pour conscientiser, c'était mieux de le prendre dans les bras parce qu'en fait, ils sont quand même formés. Hein. Donc, on voit déjà les jambes, les mains, les orteils, la tête et tout. Quoi. Oui, à l'écho du premier, tout petit, mais du premier trimestre, tu vois tout. Tu vois tous les petits membres qui sont là. Ouais. Et donc, par chance, j'accouche très vite. Donc, elle n'a quasi pas le temps. Donc, je sens qu'il arrive. Ah, tu sens? Ouais. Tu sens que tu as des contractions? En tout cas, je sens que ça descend. Et tu donc, sens quelque chose descendre. Ouais. Et donc, je dis à Russell, appelle la sage-femme. La sage-femme arrive. Elle n'a pas le temps d'appeler la gynécologue parce qu'en fait, il est là.
Et donc, finalement, donc, pas de péridurale, Ouais. etc. Et là, en fait, on l'a pris et c'est très, très spécial parce qu'en fait, je trouve quand même, quand tu deviens parent comme ça, peu importe si ton enfant il est mort ou pas, tu le prends quand même Ouais, dans tu tes le prends. bras. En tout C'est cas, très nous, on l'a pris. animal. Ouais. Et Russell aussi, Et finalement. Russell aussi. Et donc là, on a fait des photos, mais alors c'était très spécial parce que c'est très petit. Donc, du coup, on avait peur de lui faire mal, même s'il était mort. Donc, c'est Oui. très, très bizarre. Oui. Hein. Mais c'est un instinct primaire de protection sur ton bébé. Ouais, exactement. Tu lui donnes pas de bisous, par contre, parce que Ouais. ça, on savait pas trop ce qu'on pouvait faire. Et alors, la sage-femme nous dit, je vous laisse un petit moment avec lui et j'appelle quand même votre gynécologue. Et donc, voilà, la gynécologue est venue, on a eu un petit moment. Donc, et on l'a appelé Gabriel, du coup. Parce que du coup, c'était le seul prénom qu'on aimait bien dans le sens où c'était le G, donc pour le Ghana, donc les origines de Russell, le A d'Algérie, le B de Belgique et le I d'Italie. Donc voilà, c'était assez beau. Oh oui. Ouais, donc voilà, finalement on le nomme et on rigole malgré tout de notre beau-frère parce que Il on n'y avait avait semé pas une pensé. graine. Ouais. Et donc on se dit, ah, c'est marrant que Et finalement tu on le lui nommes donne un prénom. spontanément, en fait. On avait Ah, réfléchi à quand même un l'époque petit quand peu, même ouais. les prénoms qu'on aimait bien, Ah oui. mais on n'avait pas pris de décision. Et là, du coup, Russell me dit, bah, Gabriel, ça lui irait bien. Et je dis, ah bah oui, t'as raison. Et donc voilà, on le nomme. Et puis, en fait, il ne te laisse pas beaucoup de temps, ceci dit, parce qu'on sait qu'après, il va devoir être analysé d'un point de vue génétique. C'est ça. Mais est-ce que ton placenta aussi, il doit Ouais. être expulsé? Ouais, donc Ouais. après, c'est la même chose qu'un accouchement classique. Elle regarde si le placenta s'en va et tu as beaucoup de sang et tu perds du sang pendant plein de jours en fonction des femmes. Par exemple, moi, j'ai perdu du sang pendant 1 mois, mais voilà, ça peut être plus court quoi, aussi. Donc voilà, accouchement classique. Après, ils prennent le bébé et ils le mettent je sais pas où. Dans un premier temps, je sais pas où, mais quelque part dans l'hôpital. Et tu poses la question? Après, je pose la question pour la suite. Et là, elle nous dit qu'ils vont l'envoyer pour faire passer des examens. Donc, il y a l'Institut génétique à Charleroi. Et qu'après, il sera brûlé comme un déchet, quoi. Ils te disent ça? Ils le formulent d'une autre manière, mais c'était ça, quoi. Ouais. Ouais. Et comment tu... Ben, en fait, j'étais un peu prête quand même, parce que ça, je savais qu'il allait être brûlé, parce j'avais regardé dans la loi, il ne peut pas être enterré. Tu peux pas le reconnaître non plus? Non. Il n'y a rien qui existe. Et alors ici, à Mons, sauf erreur, parce que donc, du coup, je suis d'origine de Mons, il n'y a pas de reconnaissance dans le livret de famille, etc. À mon sens. Ou alors c'est peut-être nouveau. Non, mais je crois qu'effectivement, je pense que tu as raison. Je me renseignerai et je le mettrai dans l'épisode à partir de quel... Je pense qu'en fait, c'est à partir d'un certain moment, d'un moment, enfin de X nombre de semaines de grossesse. Mais c'est absolument dramatique, en fait. C'est que l'État, en fait, a décidé, probablement un homme qui a décidé, désolé, a décidé pour les femmes que tu peux reconnaître ton enfant et enterrer ton enfant à partir d'un certain nombre de grossesses. Enfin, il n'y a rien qui va je ne sais pas comment tu... Oui, non, clairement. Mais je te dis, je suis sûre, c'est à partir de la 20e semaine. Oui. Mais dans tous les cas, je sais que dans certaines communes, tu as le registre des étoiles. C'est ça. Tu vois. Oui. Mais même ça, je pense T'avais qu'à pas droit. Mons, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe simplement pas. Je crois. Ou alors, j'ai Ouais. pas eu l'information à l'époque, ou Parce je que l'ai là, pas tu es bien enceinte cherché. de combien de temps exactement quand tu... Ben, là, je suis presque à la 15e semaine. Ouais. Ouais. Donc, registre des étoiles, dans certaines communes, ça existe. Mm. Mais il faut que ce soit voté, etc. Oui, c'est ça, quoi, tu ouais. vois. Donc, ça dépend un peu les idées de la commune. Ok. Donc, du coup, voilà. Et en fait, maintenant, c'est vrai que ça fait plus d'1 an, donc je pleure plus. Mais à l'époque, ouais, le fait de savoir son enfant brûlé, c'est extrêmement violent. Mais c'est d'une violence... Ouais. Il n'y a pas les mots. Enfin, qu'on te dise qu'on va brûler ton enfant. Enfin, c'est dramatique. Ouais. Et ça m'a quand même hantée pendant quelques mois. Évidemment. Ouais. Et à chaque fois que je le disais, je pleurais, quoi. Je me dis, mon Mais Dieu. évidemment. Mais bon, c'était pas tout de suite, puisque avant il allait être analysé, évidemment. Ça, c'était d'office. On l'analysait d'office ou c'était à votre demande? Nous, on a demandé, en tout cas. Ok. Donc, je sais pas si Parce que c'est tu d'office. voulais comprendre. Je voulais comprendre. On voulait voir s'il y avait des soucis, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on doit faire attention pour la prochaine fois? Ouais. On voulait comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour avoir cette, à la base, première malformation. Puisqu'après, il y en a eu des autres, du coup.
coup. Ah oui, ok. Et ceci dit, le fait donc d'accoucher comme ça et de voir son bébé, donc voilà, si j'ai peut-être un petit conseil à donner, c'est quand même bien, même si ça reste personnel. Mais nous, en tout cas, ça nous a permis de visualiser sa malformation. On la voyait très, très fort. Donc là aussi, ça nous a beaucoup aidé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé De dans moins la période de deuil. culpabiliser peut-être. De moins culpabiliser et de me dire que ce gynécologue avait vraiment raison. Et on la voyait très, très forte à 15 semaines. Oui. Donc, imaginons à la Mm. fin de la grossesse, ça n'aurait pas été possible. Il y quoi. avait une partie de son cerveau qui n'était pas développée en fait. Une bosse, en fait, Ok. sur sa tête, et puis une très, très, très grosse bosse Ok. derrière. Et en fait, du coup, c'était pas fermé, et donc il y avait du liquide, Mm. et gros, gros retard, comme je disais, Oui. sur tous les points de vue, quoi. Ok. Et là, tu es en postpartum. Même si on te le nomme pas, tu es en postpartum et tu dois continuer. Enfin, en fait, toi, ta vie s'arrête à un moment donné, mais Ouais. la vie continue à tourner, le monde continue à tourner. Exactement. Donc voilà, c'est arrivé pendant la nuit. Donc finalement, il est né le 10 juin vers 2 heures du matin. La gynécologue au top, elle est venue, même si elle savait qu'au final, il avait été accouché. Elle est venue, elle m'a rassurée et tout, puis elle est repartie. Et nous, on a dû attendre absolument la fin de la nuit, donc le matin, pour pouvoir repartir. Toi, est-ce qu'on a dû te recoudre ou... Non. Non. Non, parce que du coup, c'est petit. Oui. Donc, on n'a pas dû recoudre, juste beaucoup de perte de sang et le même principe que quand tu accouches, donc des grandes bandes hygiéniques, etc. Montée de lait? Non, Non. pas de montée de lait non plus, en Ok. tout cas pas chez moi. Oh, d'accord. Les sages-femmes ont dit, voilà, reposez-vous. Reposez-vous et demain matin, on refait le point. Bah, donc, impossible de te Non, reposer. non, Donc, on tu se ne repose dors pas. pas. Non. Et en fait, tu conscientises seulement en disant, mon Dieu, il est vraiment sorti. Alors, à 15 semaines, tu n'as pas encore un gros ventre, mais quand même, tu as ressenti des choses. Donc, tu vois aussi ton corps qui Bien est sûr, vide oui. et un bébé mort que tu as Oui. tué d'une certaine Oui. manière. Donc, tu portes un peu cette Mais culpabilité. oui, c'est ça. Tu as fait le choix de stopper son évolution. Mhm. Ça enlève une partie de la culpabilité d'avoir fait ce choix en voyant Ouais. Gabriel dans vos bras, en fait. Oui, oui, mais ça me rassure aussi, tu sais, Axel. Hein. Franchement, en voyant sa malformation, je me dis, bon, je crois qu'on a fait le bon choix. C'est ça. En tout cas, pour nous. Oui, Donc, évidemment, évidemment. s'il y a d'autres parents qui veulent Oui. garder leurs enfants, c'est Oui. très, très bien et Oui. extrêmement courageux. Mais vous, c'était votre Mais choix. pour nous, c'était notre choix Oui. et même pour voilà, la vie qu'on voulait aussi lui offrir, C'est ça. etc. Tout à fait. Et après, en fait, du coup, il y a une psychologue qui vient très tôt au matin et qui fait un peu le point avec toi. Et alors, voilà, elle te demande comment tu te sens. Mais bon, moi, je suis Mal. déjà très axée sur mes émotions. Je connaissais déjà beaucoup de trucs. Donc, ça ne m'a pas aidée. Non. Ça ne m'a pas aidée. Et après, tu rentres chez toi. Et Et tu voilà. n'as plus de nouvelles. On a Avant pris ton bébé et t'as plus de nouvelles. un prochain contrôle dans 1 mois. Alors, ma gynécologue m'a quand même appelée, hein, évidemment, ça, pour me demander si voilà, le retour s'était bien passé. Et m'a expliqué la suite. Donc, m'a dit, ben voilà, j'ai pris les rendez-vous à l'IPG pour pouvoir le faire analyser et tu auras des nouvelles pour voir un peu la suite. Parce que là, du coup, c'est une généticienne vraiment qui allait analyser Gabriel. Et dans 1 mois, je te donne un rendez-vous pour voir si tout est OK. Ok. Et j'ai un certificat médical d'1 mois. Ok. C'est ça Et- la procédure. Tu sais combien de temps ça prend, les analyses génétiques? Non. te On dit sait que pas. ça va prendre du temps, mais on ne sait pas te dire exactement quand. Elle m'a juste dit qu'elle va essayer de l'appeler, donc la généticienne, pour me mettre un rendez-vous au mois de juillet. Donc, malgré tout, on est en juin et j'ai eu un premier rendez-vous Ok. au mois de juillet. Donc, ce n'était D'accord. pas encore non plus trop long. Ok. Après, pour nous, c'est extrêmement Oui, long. oui, évidemment. Mais voilà, si on a un minimum objectif, ça Oui. passe. Ok. Et là, après, en fait, tu rentres chez toi et c'est vraiment très, très dur, quoi. Parce que du coup, tu n'as aucun suivi. Ouais. Les gens, je vais dire, qui sont pas accompagnés, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de famille ou alors qui n'ont pas beaucoup d'amis. Qui ne sont pas informés. Et qui ne sont pas informés ou qui n'ont pas eu la force informée, franchement, ça doit être extrêmement violent. Moi, j'ai eu la chance d'être super bien entourée. Mais sinon, tu rentres chez toi et il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'ASBL, il n'y a pas de groupe de parole. L'hôpital n'a pas de liste non plus à te dire tu peux aller à tel endroit, tu peux faire ça. Aucune etc. ressource. Non. Juste la psychologue du service. Oui. Mais qui vient une fois à la sortie de l'hôpital, en vrai. Elle est venue à l'hôpital, mais si je voulais, je pouvais prendre rendez-vous Ok. quand même chez elle. Ok. Qu'est-ce que tu mets en place à ce moment-là? Qu'est-ce qui te permet d'avancer? Comment tu évolues, toi, dans ce que vous vivez là et aussi votre relation avec Russell? Comment ça avance? Du coup, on a eu la chance quand même donc d'être bien entourés.
On a eu des super potes qui nous ont fait des chouettes attentions. Donc voilà, des petits mots où chacun avait mis une petite phrase, une petite pensée. Voilà, c'était une petite boîte qui nous avait été déposée. J'ai eu des bouquets de fleurs. Ma maman est passée avec un repas. J'ai eu des porte-clés avec Gabriel. Voilà, j'oublie sûrement plein d'attentions, mais franchement, on a été soutenus. J'ai eu beaucoup de balades en forêt aussi avec ma petite sœur. Tu mets des mots? En fait, ce qui est hyper compliqué, c'est que les gens sont très mal à l'aise. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Une partie, pas tous, mais une grosse partie est mal à l'aise. Parce Même qu'ils ma savent pas quoi propre dire. mère. Ah oui, c'est ça. Oui. Quand elle nous apporte à manger, ça va. En fait, le ça va, c'est quelque chose que tu poses automatiquement, mais tu sais que ça ne va pas. Oui. Et d'un autre côté, tu es maladroit parce que la situation te met mal à l'aise. Oui. Et toi, du coup, donc moi, tu te retiens aussi de pleurer parce que tu n'as pas envie de mettre l'autre mal à l'aise. Ouais. Donc, tu es vraiment toujours dans cette dualité très compliquée. Et c'est là que ma maman me dit, moi aussi, j'ai connu ça. Mais donc, à l'époque, elle m'explique que du coup, elle a perdu aussi un bébé. Mais elle, c'était une fausse couche parce que c'était à 8 semaines entre ma grande sœur et moi. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, allez, moi, je suis l'enfant d'après, du coup. Et ça n'avait pas été verbalisé avant. Ouais. On savait qu'il y avait eu quelque chose, mais pas trop. Et voilà, si tu crois un peu au transgénérationnel, ce qui se transmet comme ça de génération en génération, ça m'a permis de me dire, je vais m'intéresser un peu à tout ça. C'est ça. Donc, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai lu quand même beaucoup de livres sur la spiritualité, sur ce qu'on transmet à ses enfants, le patrimoine génétique, etc. Oui. Et qu'est-ce que tu en as ressorti quelque chose en particulier de toutes ces lectures? Ça m'a quand même apaisée parce que j'ai eu aussi une de mes potes qui m'a acheté beaucoup de livres sur le deuil périnatal et donc avec beaucoup de témoignages de parents endeuillés. Et donc, en fait, tu sais que ça arrive bien plus souvent qu'on le pense. Ouais. Ou en tout cas, moi, je ne le savais pas. Oui. Mais même là, encore maintenant, je vois toujours plein de commentaires sur Facebook ou dans des groupes, etc. Oui. Donc ça m'a rassurée qu'il y avait d'autres personnes qui traversaient le même type de deuil. C'est Quoi. ça. La spiritualité, ça te permet quand même de te nourrir autrement, quoi, d'avoir une autre vision sur les choses. Là, si tu crois un petit peu en tout ce qui est le fait qu'une âme vient s'implanter, mais pas pour rien du tout, peut-être qu'elle a un message à te faire passer. Moi, j'ai plus utilisé ce message. Ouais. Et puis, j'ai listé tous des trucs que je voulais faire aussi. Donc, par exemple, je voulais me faire un tatouage. J'ai commencé à me mettre au sport. Donc, j'ai fait un semi-marathon. Mais bravo! Merci. Incroyable, trop bien! Ouais. J'ai lu beaucoup aussi. Mais tu te sens extrêmement seule. Mais oui. Très seule. Parce que tu as l'impression que personne ne te comprend. Que personne te comprend, je sais pas. C'est plutôt, en fait, je crois que moi, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est qu'on ne me posait pas tout le temps la question, en fait. Il y a beaucoup même de mes proches, mais je le prends pas mal, mais qui n'en parlaient pas parce qu'ils avaient peur de pouvoir me faire mal, quoi. Tu aurais aimé qu'on t'en parle? Qu'on me pose la question. Qu'on te pose quelle question? Qu'on me dise, par rapport à ce que tu as vécu, est-ce que tu as envie d'en parler? Et qu'on puisse dire aussi son prénom. Par exemple, il y a plein de gens qui disent... oui, le bébé, alors que voilà, tout le monde sait qu'il s'appelle Gabriel. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, au début, c'était très compliqué. Et du coup, c'est un peu, voilà, tu as ton mois de certificat et puis la vie reprend. Oui. Et même, du coup, les gens que tu côtoies, parce que pendant ce mois, je suis sortie, j'ai quand même vu des potes, etc. Mais juste ne pas se dire, alors, comment ça se passe, en fait? Et est-ce que tu veux en parler? Est-ce que c'est le moment? Après, tu vois, si moi je dis, non, c'est pas le moment, c'est bon. Oui. Mais au moins, tu as posé la question. Donc voilà, ça a été très dur. Et puis, du coup, tu as un questionnement identitaire fort important où tu te dis beaucoup pourquoi. Mais donc ça, le petit conseil, c'est qu'il ne faut pas se demander pourquoi. Parce que ça, le pourquoi, ça n'apporte rien du tout. Mais plutôt comment je peux m'en sortir maintenant. En tout cas, quand j'ai accusé la situation. Et de voir un peu quel était le message derrière ça, si tu as envie d'en trouver du sens. Et puis, dans ta relation de couple, du coup, là, nous, on a connu une période très compliquée avec Russell, parce qu'en fait, le deuil ne se fait pas du tout de la même manière. Mais c'est la même chose qu'un postpartum quand tu accouches d'un bébé vivant. Russell, il pouvait avoir, je ne sais plus combien de jours de certificat, je crois 2 semaines, et il a voulu reprendre le boulot dès la première semaine. Donc moi, je me suis retrouvée toute seule, parce que moi, je n'allais pas reprendre. Mais non. Pendant un mois, ce n'était pas possible. Au niveau de mes émotions, j'allais arriver au boulot, j'allais pleurer. Puis même physiquement, j'étais pas bien. Mais lui a repris, et c'est son choix. Et donc... Et tu lui en voulais un peu?
Ben, je lui disais souvent que je trouvais qu'il n'était pas triste, mais je savais au fond de moi qu'il était très triste. Mais lui, il me l'a verbalisé. Il m'a dit, mais moi, j'ai besoin d'aller au travail parce que la vie, elle continue, dans tous les cas. La vie, elle continue. Ça, Oui. c'est un peu sa philosophie de Oui. vie. Et si toi, tu as besoin d'être à l'arrêt, ben, tu peux être à l'arrêt. Mais tu voulais pas être toute seule, en Mais je fait. voulais pas spécialement être toute seule, ouais. Oui. Donc là, je me suis vraiment retrouvée toute seule. Oui. Après, j'étais entourée Oui, de oui, certaines mais copines, on se etc. comprend, hein, oui. Mais tu voilà. avais envie d'être avec Russell, en fait. De vivre cette... En tout cas, d'être à deux plus longtemps, je crois que ça aurait Oui. été bien. Oui. Pas le mois complet spécialement, parce Ouais. que je sais qu'on fonctionne différemment, mais les 2 premières semaines, ça aurait été quand même cool, quoi. Vous en parlez entre vous deux? De là, comment tu te sens? Est-ce qu'il t'en parle? Est-ce qu'il te pose des questions? Est-ce qu'il te demande comment tu le vis? Comment tu évolues? Moi, je lui en parle parce que je suis fort axée communication. Lui, un peu moins. Mais quand je lui pose des questions, il me répond. Mm, Il essaye vraiment de faire le maximum qu'il peut, mais en fait, avec ses propres bagages à c'est lui, ça. tu vois. Avec ses codes à lui, sa Avec ses façon de te codes, dire son je t'aime, fonctionnement. sa façon de te dire je Ouais. suis là. Exactement. Que tu ne vois ou ne perçois pas peut-être parce que tu as d'autres espérances à ce moment-là. Ben, j'ai d'autres espérances et en fait, même mes autres espérances, il n'y a personne qui peut C'est les ça. remplir. Non. Tu vois, moi, Ouais, c'est ça. en fait, comme il C'est me impossible, disait, oui. c'était de ne pas perdre Gabriel. Mais Oui. donc, c'est une réalité, tu vois. Lui est Oui. très cartésien. Oui. Il se dit, le bébé, donc Gabriel, il est mort. Mais maintenant, voilà, c'est une réalité. Oui. Il faut qu'on avance. Oui. Que moi, j'ai plus besoin de prendre le temps, d'accuser le coup Oui. et puis de voir comment je vais avancer. Oui, c'est ça. Et puis bon, après, tu as tout le reste aussi. Hein. Tu as toutes les remarques du style t'inquiète, t'en auras un autre. Ça, c'est très fréquent. Et ce ne sont pas du tout des gens qui te veulent du mal. Hein. Non. Ma mamie, par exemple, que j'aime hyper profondément, me l'a déjà dit 1 milliard de fois. Oui. Parce que c'est aussi les anciennes générations. Oui, tout à fait. Ou alors, tu n'auras peut-être pas besoin d'avoir un autre enfant parce Ah que tu en as déjà un. Oui. C'est déjà bien, tu as C'est une déjà chance. bien, ouais. Et j'entends tout ça, tu vois. Un Ouais. an plus tard, je comprends. Oui, Mais sur le moment, c'est c'est des difficile. petites gifles à chaque fois qui enfoncent le couteau dans la plaie, en fait. Bah, qui fait très mal, ouais. 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 Et donc, ce rendez-vous au mois de juillet, qu'est-ce que... Ce rendez-vous au mois de juillet, donc on tombe sur une généticienne très sympathique qui nous confirme qu'il y a bien cette encéphalocèle occipitale et qui nous dit, et en plus on a découvert 2 malformations cardiaques. Donc franchement, le petit Gabriel, il aurait vraiment pas pu vivre. Mm. Et alors ça, du coup, c'est très rassurant parce qu'on se dit, ouais, là, on a vraiment fait le bon choix. Oui, parce Il que n'aurait pas en fait, vécu. l'enjeu, il est là, en fait. C'est de valider que tu as fait le bon choix. Mhm. Mais pour enlever ta culpabilité, en c'est tout ça. cas. Oui. Ouais. OK. Et donc, Et elle donne une explication de c'est du pas de chance, c'est pas vous, vous n'êtes pas porteur d'un gène qui a pu donner une malformation à Gabriel. C'est elle dit que pour l'instant, du coup, elle ne sait pas se prononcer à 100% parce Ok. qu'elle ne s'attendait pas à trouver une deuxième malformation. Ok. Elle tourne un peu ses mots. Franchement, on voit qu'elle essaye de faire attention à ce qu'elle va dire. Donc ça, c'est assez confortable pour nous. Et elle nous dit que si on veut, pour en tout cas avoir vraiment une réponse finale, on peut faire une prise de sang chacun très Ouais. détaillée. Oui. Et après, on aura un dernier rendez-vous pour pouvoir se prononcer. Ouais. Donc, c'est ce qu'on fait, évidemment. Donc, on Ouais. fait directement la prise de sang et qu'elle nous tient au courant. OK. Et Par ça la prend au suite. moins 6 mois, j'imagine. Et ça, par chance, on a eu les résultats le 24 octobre, OK. donc qui est la date de mon anniversaire. Donc, elle nous appelle et elle nous dit, en temps voulu, voilà, je peux vous donner les résultats, avoir un rendez-vous le 24 octobre. C'est un mercredi. Et donc là, on va à ce rendez-vous. Donc moi, je le prends un peu comme un signe, c'est spécial, c'est le jour de mon anniversaire, etc. Et elle nous dit que, voilà, en gros, c'est la faute à pas de chance, quoi. Ok. Donc elle dit ces mots-là, Oui. quand même. Elle nous donne aussi, voilà, toute une explication médicale que je pourrais pas te redonner, mais qu'il n'y a pas de risque pour une autre C'est ça. grossesse, qu'elle est vraiment désolée, mais que c'est vrai que c'est assez rare. Elle dit aussi d'avoir 2 malformations, OK. sans explication, mais en tout cas, qu'il n'y a pas de risque OK. pour une autre grossesse, qu'on peut vraiment se relancer. Et là, elle nous informe et elle nous dit, oui, si vous voulez aussi, je ne sais pas si on vous a mis au courant, mais les cendres de Gabriel se trouvent à tel cimetière. Donc un cimetière à Charleroi. Et donc là, c'est vrai qu'on était un peu retournés parce que nous, on s'est dit, il est brûlé, donc dans les déchets de l'hôpital ou quoi que ce soit. Et donc là, on apprend, donc elle nous donne l'adresse du cimetière en question. Mais ça, c'est plutôt positif. Oui, c'est positif, mais Mais c'est oui. juste qu'on l'apprend maintenant. Oui. Et Elle aurait donc, voulu ouais. le savoir avant. Ben oui. Ben Ou alors oui. j'aurais peut-être dû poser la question, je sais Mais pas. non,
je pense que c'est quand même le minimum d'informer les parents dans ce genre Ouais, de situation, de la procédure jusqu'au bout, en fait. ouais, c'est ça. Ça nous a pas été communiqué, ou alors on l'a oublié. Mais alors on l'a oublié tous les deux. Oui, parce qu'ils les ont mis dans une urne. Enfin, ils ont... Ben, j'avoue que j'ai même pas posé plus de questions. J'ai juste pris l'adresse et j'ai été plus tard dans ce cimetière en question. Du Ah, coup, c'est c'est pas que un espace. t'as pas pu les récupérer. Non, Ah oui, non. non, 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 parce que je pense que comme ils analysent, Ah ouais, c'est ça. Ok. du coup, c'est peut-être un peu Ouais. clairement déformé, etc. Ok. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que, enfin, dans ton histoire, dans votre histoire, Mhm. c'est que c'est pas vous qui êtes porteur d'une maladie génétique et que du coup, il y a très peu de risques que Ouais, pour une prochaine grossesse, le même scénario puisse se reproduire. exactement. Donc ça vous rassure. En tout cas, ça nous rassure tous les deux et Russell, du coup, se sent très rapidement prêt pour pouvoir avoir Troisième un enfant. troisième, un deuxième. Même moi, hein, franchement, je dis souvent un deuxième enfant vivant. Donc lui me dit et me verbalise en me disant, ben voilà, maintenant on peut vraiment se reprojeter dans un autre enfant. Et moi, du coup, j'étais pas prête parce qu'en plus au boulot, ça n'allait pas. Parce que forcément, quand tu vis ce genre de situation, ça te projette plus en te disant, en fait, la vie peut basculer du jour au C'est ça. lendemain. Ça ne se limite pas juste à Non. Gabriel de Non. 15 semaines. Non. C'est juste, en fait, tu peux tomber malade du jour Oui. au lendemain, tout peut basculer Oui. et t'as pas de prise. Non. Et mon boulot me dérangeait quand même Oui. beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je n'étais pas en raccord en termes de valeurs humaines. Mhm. Et du coup, ben là, je fais un gros carnage dans ma tête, dans le sens où je commence à postuler beaucoup, ça. parce que là, je me dis, il faut que je parte. Ça C'est ne va ça. plus. Je peux pas rester là. Voilà. Parce que oui, tu peux pas te sentir mal quelque part. En fait, après ce que tu as vécu, c'est pas possible. Il faut que tous les curseurs soient au beau fixe pour toi, là où tu as le contrôle, en Ouais, fait, tu exactement. vois. Ouais. Donc, je commence à entamer une période compliquée quand même, parce que du coup, ben, je vais au boulot, il y a William, il y a quand même toujours Gabriel en tête, il y a les candidatures. Bon, voilà, tu sais bien quand t'es maman, etc. Postuler en plus sur le côté, c'est pas évident. Non. Elle a des entretiens d'embauche, de préparer, Mhm. etc. Finalement, ben, je trouve assez rapidement dans un super job dans lequel je suis actuellement, donc trop bien. Je preste mon préavis comme il faut, et donc là, du coup, ça me redonne quand même pas mal Un de souffle, motivation. ouais. Ouais, Ok. je suis beaucoup mieux. Je suis contente de quitter cet environnement, en tout cas qui, pour moi, ne me correspondait pas. Et en fait, aussi, ce qui était dur, c'est que quand tu rentres au boulot, tu as aussi ces gens qui ne t'épargnent pas, Non. en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment Ouais. difficile. Je dis pas que il fallait Te mettre dans du coton, voilà, c'est pas ce mettre que dans tu du dis. coton. Mais punaise, juste un petit peu d'humanité, Ouais. ça aurait vraiment été sympa, quoi. Ouais. Et là, du coup, on se lance dans un projet qu'on avait déjà en tête, qu'on avait déjà entamé, mais que ça a pris du temps, qui est de refaire des gros travaux chez nous. Donc, de reconstruire une grosse annexe, de tout refaire le bas, etc. Et donc, Russell, il est fort préoccupé par ça quand même. Je crois que ça l'occupe beaucoup Mhm. au niveau de l'organisation, de rendez-vous avec l'architecte, etc. Mhm. Et moi, alors, progressivement, je presse mon préavis et je change de boulot le 9 décembre 2024. Ok. Et donc, je quitte une situation très stable, hein, puisque du coup, j'avais un CDI Ah oui. pour un CDD d'un an et demi. Ok. Voilà. Là, ça questionne un peu parce Bah que oui. du coup, voilà, Russell me dit oui, bon, et si on a un enfant, tu vois, tu sais, dans un CDD. Alors moi, je suis pas extrêmement féministe, mais en tout cas, voilà, j'ai quand même certaines idées et je dis mais c'est quand même fou que, allez, même pour avoir un enfant, on est obligé de tout Ouais. contrôler, quoi, en Ouais. fait. La situation financière, Ouais. le boulot, et alors quand voilà, moi j'en peux rien si on a perdu Gabriel. Et alors est-ce qu'il faut, alors il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'il faut attendre la fin de ce contrat et puis recommencer un nouveau C'est ça. contrat? Mais alors du coup, tu es quand même dans un nouveau boulot. Est-ce qu'il faut se dire, bah, peut-être que je serai reprolongée? Oui. Tu sais Voilà, pas. on ne sait pas. Et donc, qu'est-ce que vous décidez? Bah, du coup, on est focus sur la maison. Moi, je lui dis que je suis pas prête. Je me fais un peu aider quand même sur le côté. J'allais Hein. te poser la question, est-ce que tu vas voir quelqu'un qui t'accompagne psychologiquement? Ouais, donc du coup, je me suis offert quelques petits soins. On m'a offert quelques petits soins. Et j'ai été voir une psychologue aussi. Mais je suis pas restée longtemps, quoi. J'ai été 2, 3 fois. Pourtant, je suis pro-psy. Mais en fait, c'est comme si ça me dérangeait pas d'en parler, mais ça ne m'apportait rien grand-chose. Ok. Dans le sens où j'étais au clair, en fait, Oui. avec la situation et qu'il me fallait du temps, C'est ça. tout simplement. Oui. Donc voilà, ce qui m'aidait beaucoup, c'était vraiment aller courir. Franchement, c'est Ok. le sport qui m'a un peu sauvée sur ce coup avec William.
Trop bien. Et comment ça... À quel moment est-ce que tu te dis que tu es prête, que tu sens que tu es prête? Ben, écoute, on en parlait justement hier avec mon compagnon hein, pour refaire un peu la chronologie, parce qu'en un an, Il s'est malgré passé beaucoup de tout, choses. ouais, et t'oublies. Ton Oui. cerveau, en fait, Oui. fait exprès d'oublier, Oui. je pense. Et je pense que c'est plus ou moins décembre, je dirais. Ouais, décembre, décembre 2024, donc la transition, en fait, avec le nouveau boulot. Oui. Tu dis quand Où je même, me alors dis, je me voilà, lance. maintenant, Ouais. je me lance. Mes nouveaux collègues sont top, Ouais. l'environnement est vraiment bienveillant, etc. Et donc, ça me met vraiment dans un good mood. Ouais. Et là, bah, du coup, on ne fait plus attention, quoi. Parce Ouais. que là, avant, je faisais vraiment très, très attention. Parce que du coup, c'est vrai que pendant la période des tests, il ne faut surtout Surtout pas pas tomber tomber enceinte. enceinte. Ça, les Ouais. médecins te le disent bien. Ah oui, oui. Donc, ça te met vraiment une pression. Ouais. Parce qu'on ne sait pas si Ouais. tu pourras encore avoir un enfant C'est ça. handicapé ou Eh pas. ouais, c'est ça. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que forcément, je contrôle un peu mes cycles. Donc, voilà, à la fin de chaque mois, je fais quand même un test de grossesse. Mais c'est plus parce que là, je sens que je suis hyper angoissée dans le sens où si je tombe enceinte, il ne faut surtout pas que je bois un verre d'alcool, que je mange du fil américain, etc. Non. Ouais. Donc, c'est plutôt pour ma nourriture, ma Oui. condition. Tu veux être au top, en fait. Je veux vraiment qu'il n'y ait plus de risque. Oui. Plus aucun risque. Ouais. Et je tombe enceinte au mois de mars. Ok. Et le hasard fait que, donc sans calcul, j'ai mon semi-marathon le 30 mars, pour lequel je me suis vraiment préparée. Et je sais que je suis enceinte genre une semaine avant. Donc je le dis à Russell, ouais, est-ce que je fais le semi-marathon ou pas? Et donc bref, finalement on a fait le semi-marathon. Tu as posé la question de la gynéco ou quoi? Non. Non. Tu le Non. sentais que Ouais. c'était OK? Oui. Encore une fois, confiance en ton corps. Ouais, confiance. Et puis du coup, je trouvais que c'était assez symbolique de pouvoir courir à deux avec ce bébé ici, Ah, mais oui. vivant, en tout cas en bonne santé plus ou moins, hein, on pense, pour Gabriel. Parce que du coup, c'était pour Gabriel que je faisais le semi-marathon. Donc c'était assez symbolique. Ouais, c'est symbolique. Et puis on fait une écho de datation. Et donc la gynécologue me dit que mon terme de ce bébé ici que je porte est le 2 décembre. Donc c'est le même terme que Gabriel. Exactement la même terme. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de ça. Donc voilà, moi j'y crois, donc forcément je trouve Mais que oui, c'est... mais ça, c'est l'univers. Ça, c'est un... Oh, c'est tellement un beau signe. Ouais. Donc oui. Mais Et- oui. Mais bon, par contre, du coup, les mêmes échéances à chaque fois. Oui. Donc Et plus donc ou moins ça, les ça- mêmes contrôles, etc., les mêmes périodes. Et là, le début de cette grossesse, elle se passe bien. T'as pas de saignement. Rien du tout, ouais. Et émotionnellement, là, tu es plus angoissée que pour tes autres grossesses. Oui, clairement. Donc Ouais. la grossesse que j'ai vécue ici, a été ultra angoissante, ça c'est sûr. Alors qu'il y a eu des périodes où c'était plus compliqué et d'autres plus cool. Donc au début de la grossesse, déjà, mon ventre ne se voyait pas. Ouais. Il y a franchement que maintenant que ça sort vraiment bien. Donc là aussi, je me dis Oui, qu'inconsciemment... il y a le mental qui joue. On l'a dit très tardivement à tout le monde. Franchement, je crois qu'il y a même il y a une copine qui, il n'y a pas longtemps, me dit ah, mais je ne savais même pas que tu étais enceinte, Chou, parce que je l'ai oublié. Donc, je l'ai dit vers 5 mois, je pense. La famille, un peu plus tard, vers les 4 mois. Tu voulais vraiment t'assurer que... Ouais, tout en sachant qu'en fait, on n'est jamais sûr. Non. Même ici, Non. on va donner naissance à ce bébé dans 2 semaines. On espère que tout ira bien, mais quand tu connais ça, donc tu te dis que rien n'est certain. Ouais. Donc, on a un début de grossesse angoissant et où on ne se projette pas trop et où on se dit surtout comment on va le dire à William. Mais Parce que oui. William, il fallait l'accompagner aussi pendant Parce que cette période. comment tu lui as dit pour Gabriel? On lui a dit la vérité. Donc, on a demandé à la psychologue quelques conseils. J'ai lu sur le sujet. Et donc, la psychologue a dit qu'il fallait lui dire qu'il était mort et utiliser le bon mot. Donc, dire vraiment qu'il était mort. Et que si on voulait trouver une image pour qu'il puisse visualiser quand même ce que c'est la mort, parce qu'à cet âge-là, c'est compliqué. Si on prend l'image du ciel et donc des étoiles, ce qui n'est pas conseillé, Oui, j'avais déjà entendu ça. il faut bien lui dire qu'il a été malade, parce que c'est le cas, mais que c'est une maladie qu'il n'y a personne d'autre qui peut attraper. Parce que sinon, il va se dire que quand lui, il est malade, il peut mourir. C'est ça. Et si tu prends l'image des étoiles, il faut vraiment bien le formuler, parce que du coup, il peut avoir des angoisses pendant la nuit, etc. Et comment on le formule alors? Nous, on lui a dit que son petit frère, donc, qui s'appelle Gabriel, est mort à cause d'une maladie. Tu n'as pas dit qu'il était dans les étoiles? Si, quand même, parce qu'en fait, il adore les étoiles. Oui. Et en fait, c'est venu spontanément dans la conversation. Il a dit, mais il est dans le ciel, parce qu'il entend quand même les grands-parents, quand on parle des personnes qui sont décédées dans la famille, les gens ont tendance à dire, Dans le ciel. ils sont dans le ciel. Oui. Et donc, on lui a dit, oui, c'est une étoile qui veille sur toi,
Mais t'inquiète, le ciel ne tombera jamais sur ta tête. Mmh. Et l'étoile, elle est tout le temps là. Oui. Toute la journée, toute la nuit, ça ne change rien Oui. à ça. Ok. Et du coup, William parle très facilement de son petit frère, quoi. Franchement, il a vraiment intégré le truc. Et après, lui, c'est passé. Hein. Oui. Donc, il en parle comme ça. Parfois, il peut te dire ah bah oui, mais j'ai déjà un petit frère, mais il est dans les étoiles, lui. Ou alors, il a de la chance, lui, il vole. Ouais. Oh, bébé cœur. Oh. Pourtant, il était petit. Franchement, je me dis, allez, ils sont marrants, les enfants, quand même. Ouais. Et comment tu lui annonces pour ce troisième bébé? Ben donc, ça, on lui annonce avec beaucoup de précautions. Il l'a su vraiment tardivement aussi. Hein. J'aurais dit, ouais, même temps que la famille. Donc, non, un peu avant, pour pas qu'il soit surpris. Donc, lui, j'aurais dit peut-être vers le 4e mois. Et la famille, vers le 5e. Ça, c'est vrai que j'ai pas regardé dans mon agenda quand on a fait les petites fêtes. On lui annonce en disant que voilà, maman et papa attendent un petit bébé. On lui avait pas dit si c'était une fille ou un garçon, parce qu'on a voulu faire une petite gender. Et qu'il n'est pas malade, qu'il ne doit pas s'inquiéter. On l'a beaucoup rassuré. Il a posé des questions? Ouais. Il a demandé si c'était une fille ou un garçon. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon, du coup. C'est un garçon. Attends, tu fais que des petits mecs. Que des petits mecs. Il y a que des femmes chez vous, et dans ta famille, et toi, en tout cas, c'est que des petits mecs. C'est ça. Ouais. Donc voilà, il était super content parce que c'était un petit frère. Ouais. Mais en fait, c'est pas qu'il a été angoissé en se disant qu'il allait mourir. Okay. Non. Il s'est pas posé cette question-là. Franchement, c'est une angoisse peut-être qu'en tant que parent, tu transposes, mais que les enfants ne vivent pas forcément. Je pense, parce que il nous a pas beaucoup interrogé par rapport à ça. Il n'a pas montré de signe d'angoisse. La seule chose qu'il a formulée, c'est un jour, justement, du coup, à son instit, il lui a dit mais moi, mon petit frère, il est mort. Et en fait, l'instit, elle sait que je suis enceinte. Donc, un jour, elle est venue me voir en me disant Madame, est-ce que ça va? Parce qu'elle ne savait pas, je ne lui ai pas dit qu'on avait perdu Gabriel, c'est une nouvelle instit. Et je dis ah oui, non, c'est Gabriel, son petit frère juste après lui. Donc, je lui explique un peu. Et elle me dit mais en tout cas, quand il m'a dit ça, je ne m'y attendais pas. Et il n'était pas triste, quoi. C'est juste qu'il parlait de la mort, apparemment. Et donc, du coup, c'est ce qu'il a verbalisé. Mais voilà, pas de conséquences par rapport à la grossesse d'ici, quoi. Et toi, tu as pu entreprendre cette grossesse, en tout cas matériellement, préparer la chambre, préparer les petites affaires pour ce bébé? Non, parce que, je te dis, jusqu'au vraiment 6 mois, non. On était conscients, mais moi, je suis hyper organisée, etc. Et là, j'avais toutes des to-do, mais je me suis dit plus tard. Et puis, on était en travaux. Oui. Donc, du coup, on a dû déménager. Mais ça nous a beaucoup aidé, ce projet de travaux. On a déménagé chez mes parents pendant 3 mois. Et en fait, quand on est rentré à la maison, donc ici au mois d'août, là, par contre, on a vraiment carburé. Et bon, la gynécologue, elle nous rassurait beaucoup. Elle connaissait bien notre dossier en nous disant que c'était OK. Mais tu as toujours cette angoisse. Mais franchement, tu as vraiment toujours cette angoisse. Et puis, par exemple, l'échomorpho, la première, c'était la même semaine qu'avec Gabriel, avec le même professionnel, au même endroit. Donc, je peux te dire que quand on est arrivé, on était hyper craintifs. Quoi. Ouais. Comment vous envisagez l'accouchement, du coup, dans ces conditions? Est-ce que tu l'envisages, en tout cas dans ce contexte, est-ce que tu l'envisages autrement? Est-ce que tu as envie d'accoucher physiologiquement, ou au contraire, tu aurais envie d'une césarienne pour justement contrôler et limiter tous les risques? L'accouchement, franchement, on en a parlé ici il y a peu de temps. Et on a refait un suivi sage-femme, du coup, aussi, pour pouvoir se remettre un peu dedans. Parce que on s'est dit, on ne s'était pas trop investi, alors que pour William, on s'est beaucoup investi. Après, je pense qu'il ne faut pas comparer non plus, parce que on se sent plus confiant, tu vois, en tant que parent. Oui, c'est un deuxième, troisième enfant. Deuxième, troisième. Oui. Et on était dans plein d'autres projets aussi en même temps. Donc voilà. Et ici, justement, on a parlé un peu de l'accouchement, puisque j'ai bientôt accouché dans 2 semaines. Et du coup, on est parti sur un accouchement physio. Okay. Moi, je pense que voilà, ça va aller nickel. En fait, je crois que je ne pourrais pas vivre pire que ce que j'ai vécu avec Gabriel, en fait. Pas en termes de douleur, parce que ce n'était pas très douloureux, la sortie du bébé. Mais voilà, accoucher d'un bébé mort, franchement, c'est horrible. Non. Là, je peux me dire, je peux vraiment souffrir. Mon bébé, en principe, va être vivant. Oui. Donc, ça te donne une force incroyable quand même. Mais après, je pars aussi du principe que si ça ne va pas pour X raisons, c'est OK. OK, la césarienne, tout est OK pour autant que ce bébé soit vivant dans mes bras. Quoi. Oui. Ça, c'est vraiment le plus important. Oui. Parce que là, je crois qu'on ne s'en remettra pas, par contre. Ouais. Non, mais
ça va bien se passer parce que tu es hyper forte, Mhm. tu as confiance en ton corps, tu as déjà accouché. Et par contre, ce à quoi je pensais, c'est la première fois, tu as accouché en 4 heures. Là, Jamie, ne traîne pas parce que tu vas accoucher à la maison. Exactement. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bon, que ce bébé, ton 3e bébé, soit là. Je te souhaite la plus belle rencontre avec... je l'appelle ce bébé parce que je n'ai pas son prénom, Il mais s'appelle Louis. on peut le dire. Oui, tu peux. Louis. C'est un petit Louis. Que Louis... je te souhaite la plus belle rencontre avec Louis. Mm. Vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur. Et je sais que tu vas faire ça comme une reine. C'est sûr. Merci. Tu voudrais Merci. rajouter quelque chose d'autre? Merci en tout cas d'avoir pris le temps Non. de m'écouter. Et voilà, j'espère que voilà, ça aidera quand même d'autres personnes qui sont peut-être ou pas dans la situation. C'est certain que ça va aider d'autres femmes. Et je voudrais te remercier pour la confiance que tu accordes à Planète Daron. Et j'espère que ça t'a fait du bien tout de même de raconter ton histoire et votre histoire, Ouais. celle de Gabriel. Et je pense très fort du coup, à Russell, gros big up à lui. J'embrasse très fort William et je pense très fort à Gabriel qui brille très fort dans le ciel du coup, et qui vole. Et lui, il a la chance de voler. Et très belle rencontre avec Louis. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Planète Daron. J'espère qu'il vous aura plu, touché, rassuré, déculpabilisé ou peut-être même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Bref, c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir ce podcast. Merci d'être là. Et si cet épisode existe aujourd'hui, c'est aussi grâce à Foodbag, des véritables alliés du quotidien avec qui manger local et sain devient facile. Alors n'oubliez pas que vous bénéficiez de 20 € de réduction sur vos 3 premières commandes avec le code DARONS, DARONS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur foodbag.be. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous, vraiment soin de vous. Axe.